Oyez, oyez, qu'est-ce qu'on est content d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk tous les jours à partir de... Élisée, vous disiez quelque chose? Si, je vous ai entendu parler. Si, tu as chuchoté. Tout le monde a entendu. Ah Bonsoir bon? Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très Vous bien. allez très très bien. Que disiez-vous? Eh ben, je m'en souviens pas moi-même. Je sais pas s'il disait quelque chose, je sais pas. Bon, enfin, Rayana m'a rappelé ce soir, quand on préparait l'émission, qu'il m'arrivait que lorsque j'étais apaisé, il m'arrivait de chantonner. Et même quelqu'un m'a dit, et moi j'ai retrouvé la chanson que je chantonnais quand je suis apaisé. C'est quoi? Oui, je peux pas vous dire là. Bonsoir Kevin, comment ça va? Bonsoir Brice, ça arrive. Kevin, vous, je pense que à partir de 2023, la prophétie me fait dire que vous serez un des privilégiés de ce plateau. Ah, j'adore cette prophétie. Voilà, dans la chefferie, il y a la notabilité. Et vous, en tout cas, quelque chose me dit que vous allez avoir une place de choix au niveau de cette notabilité. Ah, Voilà, merci beaucoup. voilà, Ça me touche. très très bien. Alain Toussaint, comment allez-vous? Très bien. Le stylo et les fiches toujours prêtes Oui, oui, c'est à noter toujours des bon. choses. Toujours. Très très bien. Et Très à bien. dessiner aussi. Hein. Aussi, oui, c'est vrai. Je tiens quand même à souligner que pour 2023, avec Alain Toussaint, on prévoit une exposition de ses œuvres. Oui, c'est ça. C'est la révélation Ça va de être mes beau, ça. pensées Ça va être beau. Oh là, les plus secrètes durant les émissions. exactement. Rayana, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bonsoir à tous. Ça va super, super Vous allez bien. super bien. Bon, les amis, nous sommes encore dans la préparation de la Saint-Sylvestre. Bon, il y a eu la fête de Noël, donc là, on est en train de regarder dans le sens de la Saint-Sylvestre, alias le 31, parce que c'est un peu ça. Vous avez des projets pour ça? Des voyages? Parce que c'est une période où les gens voyagent beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui justifie le coût des billets, Ouais, c'est et ça. c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup qui ne voyagent pas. C'est vrai que dès qu'on arrive dans cette période-là, les billets sont, en tout cas le coût des billets devient exorbitant. On peut plus, justement. Si tu décides même de voyager en classe affaires, là, c'est la mort assurée. Ouais. Donc, C'est même pas que les coûts des billets, hein. Il y a l'hôtellerie, il y a vraiment tout qui Ça flambe. s'appelle la haute saison. Franchement, la haute Ah, c'est saison, ça, c'est comme exact. ça. Alain, vous êtes là. Donc, oui, Oui. je voyage, mais il faut toujours prévoir acheter les billets bien avant. Bien C'est avant. vrai, c'est la clair. technique. Oui. C'est la 2, technique. 3 mois avant, ça coûte Ouais. moins cher. Moi, j'ai acheté les cadeaux de mes enfants 6 mois avant. Non. Mais c'était pas un peu démodé On après? n'y croit pas un trait de mot. Ah, je les avais dans ma voiture. Tous ceux que j'ai transportés ont pu voir la trottinette. Non, Depuis tous 6 ceux que mois. tu as Depuis transportés, 6 tu mois. mets ton doigt sur moi, c'est-à-dire. Non, Tu non, m'as c'est ça, transporté, ça, c'est quoi. plutôt le Ah, ok, coffre. d'accord. Depuis 6 mois. Avec Bon, une en même temps, ne vous ai-je pas transporté très cher? Et il n'y a pas que vous, d'ailleurs. La liste est longue. La liste est longue. Certains ont même oublié des périodes dans la voiture. Ça m'a fait des soucis. Non, non, mais vous avez raison. Hein. C'était un peu démodé après. J'ai été obligé d'acheter la version au-dessus. Parce qu'ils ont sorti une nouvelle version un mois avant les fêtes. Je dit, c'est des arnaqueurs. Élisée Boulougbe, il y a une pratique, hein, il y a un usage pendant la Saint-Sylvestre, où le 1er janvier, on rend visite à des familles, on va leur dire. Mais je crois que de moins en moins, les gens se déplacent. On peut faire. C'est quoi? C'est plus sobre, je pense, maintenant. Oui, depuis quelques années, en tout cas, ces derniers temps, on a constaté que c'est de plus en plus restreint, en fait. On préfère le faire en famille, à un degré moindre avec la famille, mais peut-être légèrement un peu large. Mais de toute façon, tout le monde prépare chez lui. Sinon, Et la même chose pistache, là, tout le monde a préparé chez lui. oui, mais avant, par exemple, c'est vrai que tout le monde préparait, mais on organisait des rencontres de bouffe ensemble, en fait. Quand on était tout jeune, c'est vrai que le moment prépare, vous avez vos repas, vous les prenez avec vos amis, vous vous retrouvez dans un endroit, c'est-à-dire chacun vient avec pour lui, là, et puis on mange en groupe. Ça crée vraiment cette confraternité, cette Vous partez manger chez le familiarité en tonton famille. riche. C'est-à-dire, il y avait un Voilà. tonton qui avait beaucoup de moyens. Voilà, c'est lui souvent que recevait. lui invitait tout le monde chez lui Voilà. et tout ça, mais maintenant c'est de moins en moins. Mais je crois que ça s'explique un peu avec même l'évolution de la société où les gens sont de plus en plus méfiants. Individualiste. Et puis individualistes, les gens sont vraiment de plus Et en puis plus la crise préoccupés par économique est passée par la là. crise économique, Le la tonton crise, riche, la on crise dit même, la crise économique, la crise même politique, Oui, militaire, sociale, tout ça aussi, ça fait déjà. que vraiment ça crée des Oui, parce qu'on a un frictions. tonton riche là, qui n'est pas du même parti politique que ma mère. Chaque fois qu'on voulait passer, qui tu as fini par voter son candidat. Ça allait loin, ces choses-là. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Bah ouais. C'était la belle époque. Hein. Ouais, ouais. C'est dommage. Et après, on te donne le transport. Tu allais voir tonton. Quand tu faisais, on payait même ton transport. Après, tu faisais bonne année l'argent. Mais qui va faire bonne année l'argent aujourd'hui? On te dit, toi, tu n'as pas entendu la crise russo-ukrainienne. Un enfant de 2 ans, il va dire, bon, d'accord. Mais après, il y a un certain nombre de choses hein, qu'on est obligé d'évoquer en se disant, bon, ben, quand c'était bien. Et j'oublie jamais cette phrase, manger, hein.
Avant, il y a la maison. C'est ça. Les jours de fête, généralement, quand on est invité, après, on ne mange plus à la maison. Donc, C'est ça, on ne fait pas la cuisine. prend ses Bon, dispositions. petit tour pour installer les choses, le temps de permettre à tous ceux qui étaient dans leur garage de rejoindre les postes de télévision. Parce que les gens nous ont dit, c'est là quand vous commencez là, c'est là qu'on garde. Donc voilà, on a un petit moment comme ça pour eux, pour les mettre à niveau. On évoque l'image du jour, les amis, eh bien c'est dans le cadre de la politique nationale. Ce sont les proches du président Laurent Gbagbo, eh bien, qui ont rendu visite au leader du COJEP, Charles Blé Goudé. Les images, voilà. Après, bon, la qualité d'image déjà, Une photo à l'ancienne. c'est quoi. ouais, exactement, avec le petit cercle, le demi-cercle qu'on aperçoit. Charles Blé Goudé avait émis le souhait de rencontrer le président Laurent Gbagbo. Il disait, Bologbe, la montagne n'est peut-être pas partie à Mahomet. Mahomet est venu à la montagne. Comment vous interprétez cette photo? Ben, moi, déjà, mon premier commentaire, c'est déjà une bonne chose parce que depuis quelques semaines ici, on avait évoqué, il y a quelques semaines en arrière ici, on avait évoqué le fait qu'on sentait une certaine distance entre Charles Blé Goudé et le PPACI de son mentor, Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, on voit qu'une délégation conduite par le professeur Dédi Seri, quand même, qui est une éminente personnalité au sein du PPACI, et un proche aussi de Laurent Gbagbo, composé de Daï Nestor aussi, qui est un des responsables du PPACI, et de Kwa Justin, tous deux aussi responsables influents au niveau du PPACI, ont rendu visite à Blé Goudé. C'est déjà de bon augure. Moi, je pense que c'est ce qu'on a toujours appelé de nos voeux. C'est vrai qu'on peut peut-être, dans l'évolution, dans le cours de l'histoire, se rendre compte qu'on n'est plus peut-être sur la même longueur d'onde, mais cela ne doit pas briser les liens de fraternité. C'est idéologique. On ne pousse plus peut-être la même vision. On reste des frères. Donc, je trouve que cette démarche-là, déjà, est une bonne chose. Alain Toussaint, sans jeter le discrédit sur la qualité des personnalités qui ont effectué les déplacements pour rencontrer Charles Blé Goudé, certains internautes, ce qu'on a lu de certains commentaires, estiment que la délégation qui allait rencontrer Charles Blé Goudé n'était peut-être pas une délégation de haut niveau, ou bien le deuxième pan de la pensée de ces personnes disait pourquoi Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, bon, en même temps c'est un terme journalistique, on va se l'expliquer un jour aux téléspectateurs qui continuent de nous envoyer les termes, pourquoi vous dites pas ça, pourquoi vous dites ça. Bon, en journalisme on peut évoquer un certain nombre de choses sans manquer de respect à la personne. Alors je disais, pourquoi le président Laurent Gbagbo ne reçoit-il pas directement Charles Blé Goudé et on passe par des émissaires? Est-ce que tout ça, ça n'explique pas clairement aujourd'hui qu'il y a de l'eau dans le gaz? Allez, deux volets. Non, d'abord, je pense que c'est une visite de courtoisie que rendent ces personnalités-là à Charles Blé Goudé. Et elles ont un trait commun, notamment le procès d'Edi Seri, c'est qu'elles sont de Guy Beroua, d'Ignango et Galébré. Donc c'est d'abord une visite à caractère familial. Maintenant, ce qui ressort, c'est que d'abord la personnalité du professeur Dédi Seri, qui est président de l'école politique du PPACI. Et c'est un compagnon de lutte politique du président Gbagbo depuis des décennies. Ensuite, Daï Nestor, premier secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation du PPACI. Et Kwa Justin, qui est secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse. Donc, ce sont quand même des responsables du PPACI. De haut niveau du PPACI. Très haut niveau. Et je pense un peu en éclaireur. Maintenant, quand est-ce que le président Laurent Gbagbo va-t-il recevoir son ancien ministre de la Jeunesse? Ça Et son fils. Et son fils, comme il a dit, Charles Blé Goudé lui-même. Je pense que c'est une question de calendrier. Il n'a échappé à personne que nous sommes en fin d'année. Ce sont les fêtes. Et le président Gbagbo s'est retiré depuis quelques jours à Mama, où il a passé Noël et où il passera certainement le réveillon du Nouvel An. Donc peut-être en janvier, si cette rencontre est prévue. Mais je pense que déjà, ce qui est important, c'est d'observer les premiers pas de Charles Blé Goudé, qui fait quand même un sans faute depuis qu'il est arrivé. Il a fait, comme on dit, un peu la tournée des popotes. Voilà, il est allé voir des responsables du RHDP, il était avec l'ancienne ministre Daniel Bonin-Claverie, il est allé voir des membres du clergé catholique, des évangéliques. Ouais, des évangéliques, des musulmans. Et puis là, il reçoit quand même des amis, des compagnons de lutte aussi, de son côté, des anciens de la FECI. Je pense que progressivement, il s'installe. Maintenant, la rencontre entre Charles Blé Goudé et le président Gbagbo, je pense, dépendra certainement de certaines modalités.
si tant est qu'ils ont bien envie de se rencontrer. Parce que c'est aussi l'impondérable qu'on ne peut pas maîtriser. Ouais, de toutes les façons, je pense qu'il y ait des tensions ou pas, ils sont appelés à se rencontrer, même symboliquement et sur le plan diplomatique. Il faut qu'il y ait une rencontre entre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. On sait que le président Laurent Gbagbo s'est quand même inscrit dans une certaine démarche aussi de respect d'un certain protocole et de certains processus diplomatiques. Il a rencontré le président Henri Konan Bédié également. Donc je ne vois pas en fait ce qui empêcherait une rencontre et je pense, je m'aligne totalement avec l'idée de juste un calendrier qui tombe dans les festivités de fin d'année. Mais effectivement, au-delà même d'une rencontre, moi je vais un peu plus loin. On espère que cette rencontre pourra créer un certain lien sur le plan politique entre le PPACI et Charles Blé Goudé. Parce que je pense qu'on approche quand même des périodes électorales. Je ne parle pas d'alliance, je parle de lien. Et quand je parle de lien, c'est vraiment une relation pas tendue entre des partis. C'est-à-dire il faut vraiment qu'on puisse avoir des partis qui sont, je ne dirais pas unis parce que ça ferait référence à l'alliance, mais qui entretiennent certaines relations et qui sont capables de former une opposition saine en fait. Donc moi j'espère vraiment qu'il y aura une rencontre et puis une relation, j'ai envie de dire, au-delà de cette rencontre. Quelques internautes et moi, que je lis ici, évoquent justement la question de ce que vous avez qualifié d'impondérable tout à l'heure, de la qualité ou de la nature des relations aujourd'hui entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Oh, écoutez, on ne va pas refaire le débat sur les relations. On peut observer à travers les postures des uns et des autres, notamment du porte-parole du PPACI, que Charles Blé Goudé, il a dit, le ministre Katina, est un adversaire politique. Mais il y a quand même un lien fort entre l'ancien ministre et l'ancien président, c'est d'avoir cohabité dans les jours de la CPI. Mais c'est pour ça justement que personne ne comprend qu'il n'y ait pas de rencontre directe, qu'on passe aujourd'hui par beaucoup de protocoles, on parle aujourd'hui des... Mais c'est à l'image de toutes les relations humaines. À un moment donné, on a des tensions, on ne se parle pas, et puis on essaie de reconstruire la relation au vu de certains nouveaux paramètres, et puis après, on se refréquente. Donc c'est certainement à ce stade-là que sont ces deux personnalités. Et puis, moi, je pense même que le COGEP et le PPACI n'ont pas envie d'entretenir l'idée selon laquelle il y aurait de l'eau dans le gaz entre le président Gbagbo et son filleul. Je pense que voilà, les deux parties n'ont pas envie de justement comme ça entretenir cette supposée mésalliance-là entre les deux. Voilà, entre les deux parties. D'où la délégation et d'où cette rencontre que je trouve très bien parce que Charles Blé Goudé, Élysée et puis Alain l'ont si bien dit, a fait une tournée comme ça de tous les partis politiques. S'il a pu s'asseoir avec des membres du FPI, s'il a pu discuter avec le secrétaire exécutif du RHDP, pourquoi ne pas discuter avec des membres oui, justement, ça me fait sourire parce que chaque fois que Charles Blé Goudé rencontre un parti politique, ça suscite des interrogations. Une alliance avec le PDCI, une alliance avec le PPACI. Bon, allez-y, Élysée. On termine là-dessus avec vous. Ok, d'accord. Moi, je voudrais juste m'interroger avec les internautes, ou du moins même acquiescer ce que les internautes disent. Leurs préoccupations, c'est légitime. Tout homme normal qui a suivi la situation politique et qui sait un peu les liens qui ont prévalu depuis lors entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo a le droit de se poser la question de savoir pourquoi depuis le retour de Charles Blé Goudé, il n'a pas encore rencontré Gbagbo. Ça, c'est une question tellement légitime parce que qui parle de Laurent Gbagbo parle systématiquement de Charles Blé Goudé. On connaît l'alliance, on connaît la fraternité et surtout les épreuves qu'ils ont vécues ensemble. Notamment cette question, c'est sur cette parenthèse de l'AE qui n'a pas été quand même une parenthèse assez simple. Ça a été un moment douloureux pour les deux. On a vu comment ils ont été vraiment très, très unis durant tout le procès. Donc, on est en droit de se poser la question pourquoi jusque-là, il n'y a pas cette rencontre. Maintenant, comme Alain pouvait le dire, ça dépend peut-être des calendriers et tout ça, mais nous, on estime, moi, j'estime que c'est vrai, ça dépend peut-être des calendriers, mais pour ce que les Ivoiriens ont eu ou bien ont connu de ces deux personnalités-là, c'est quand même difficile qu'après pratiquement 1 mois et demi de présence de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire... Non, ça fait tout juste 1 mois. Ben d'accord, 1 mois, allons sur la base même. Après 1 mois, ça ne l'a pas empêché quand même de rencontrer près d'une vingtaine de personnes déjà. Après 1 mois de présence déjà, qu'il n'ait pas encore rencontré Laurent Gbagbo. Ça, c'est légitime pour les uns et les autres de se poser la question. Et je finis avec ça. Ceci est d'autant plus important que tout le monde ici peut reconnaître que Laurent Gbagbo a toujours revendiqué le fait que surtout ce slogan-là, asseyons-nous et discutons. Il a toujours dit, même quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, même quand il n'apprécie pas la démarche de quelqu'un, lui, sa logique,
c'est de s'asseoir et de discuter. Donc, sur cette base-là, on estime et on espère que vraiment, très bientôt, il recevra Charles Blé Goudé et on espère que c'est parce qu'il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour qu'ils se rencontrent. Très bien. Voilà, on a fait le tour sur la question. On va rester sur la note d'espoir, hein, d'Élysée, parce que Rihanna s'apprêtait à enfoncer un clou. Non, Ouais, ouais. je sais. Mais un peu le dit, c'est... Non, c'est bon, qu'est-ce c'est que vous voulez nous dire? Oui, Non, c'est ce que je voulais important, dire, oui. Oui, allez-y. c'est qu'on est très souvent aussi dans des schémas où on est pressé. Nous qui regardons la scène politique évoluer, on s'attend tout de suite à ce que ça soit fait comme ça soit fait comme ça. Mais ce que je veux dire, l'histoire toute récente nous a montré que ce n'est pas forcément le cas. On a vu les trois grands se rencontrer bien après qu'on l'avait espéré. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément de déchirure derrière. Et là, je veux dire, le fait que le PPACI, comme Kevin le disait, se rende pour voir Charles Blé Goudé, ça montre qu'il n'y a pas forcément un déchirement qui marque une séparation. Là où Sinon, ça aurait pris Le bon point, plus de pardon, c'est temps. que le porte-parole du PPACI, le ministre Katina, n'a pas fait de communiqué pour dénoncer cette visite. Donc c'est Voilà. déjà Et une il note faut qu'on d'espoir prenne, aussi. il faut Soit que nous discipline aussi, de parti, ça. il faut qu'on C'est prenne le pas temps, il faut qu'on laisse le temps aux politiciens également de faire leurs différentes démarches. Et on peut analyser, je pense, au bout de 6 mois, s'ils ne se sont pas rencontrés, on peut s'inquiéter. Pour être tenir, parce qu'il faut mettre aussi les choses dans leur contexte. Les rapports qu'il lit Laurent Gbagbo à Bédié, au président Bédié, au président Gbagbo, et au président Ouattara ne sont pas les mêmes que les rapports qu'il lit Gbagbo à Charles Blé Goudé. Donc on ne peut pas les loger dans la même enseigne en fait. Donc ça reste pertinent que les uns et les autres s'interrogent pourquoi jusque-là les deux ne sont pas encore Bien rencontrés. sûr. Après, je me dis, on permettez-moi peut laisser un peu de temps douter aussi. même du fait que lorsque vous évoquez la rencontre des trois grands qui augure d'une bonne amitié entre Non, les non, trois non, pas et pas forcément de une déchirement, amitié, non. pas de déchirement. Bon, Mais le président Gbagbo lui-même avait rencontré le président Ouattara 1 mois et demi après son arrivée. Vous voyez, il est arrivé le 17 juin, il a rencontré le président Ouattara, je crois, le 23 juillet 2027. c'est qu'Élysée évoque Donc, justement, mais non, les 1 mois, c'était Combien, valable. 27 juin Le 27 juillet. Mais je veux dire, il est arrivé le le 17 juin, il a rencontré le 27 Voilà. juillet. Donc, Mais quasiment un mois et justement, demi le 1 après. mois, là, c'est valable pour des adversaires politiques, mais on ne peut pas comprendre que vous soyez Père et arrivé fils. père et fils, 1 mois après, vous ne voyez pas votre fils. C'est à partir de là que les interrogations. Et nous, on va rester sur l'interrogation. Je n'ai pas le fait de donner la parole. Je savais qu'elle allait en remettre une couche. Elle allait nous a ramené dans le débat, Rayana. Mais bon, c'est bien pour ça que vous êtes C'était un une point gentille. intéressant. Exactement, exactement. C'est ce qui justifie sa position. Il faut aller sur autre chose. C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. Voilà. C'est bien, Rayana. Buvez un petit coup. Allez, c'est bien. Ça va lui passer. On va évoquer la question des 46. Et Rayana va en profiter pour faire un petit tour. Non, il faut préciser un 46. Oui, parce que justement, c'est- quand on dit la question des 46 d'où Voilà, parce qu'on dit Exactement, 46 de là-bas. exactement. Faut préciser. Bon, allez, les amis, on évoque ça tout à l'heure. Pour l'instant, on évoque un autre. On évoque 650 millions. 650 millions de kits alimentaires offerts donc aux populations défavorisées par le président de la République. Élysée, première question, qui sont ces bénéficiaires des 650 millions? Faut dire déjà, hein, bon, moi, je m'en tiens au propos des donateurs. Donc, c'est ceux que le président a mandatés disent que les 650 millions en kits alimentaires, déjà, il faut préciser, ce n'est pas des numéraires, c'est un 10 kit. 500, Non, 10 000. C'est le nombre de kits ou bien la valeur des kits. Non, je vous donne, c'est la valeur des kits. kits. 650 millions de francs Francs CFA CFA. de kits, voilà, c'est Voilà. ça. Voilà, Bon, je vous 650 donne, millions de francs CFA. je vous donne les détails. 10 500 sacs de riz de 25 kilos, de 6 000 cartons, 650 millions de kits alimentaires. 12 bouteilles la d'huile, valeur, c'est la C'est la valeur. valeur, c'est la valeur. 12, c'est en valeur. 650 millions de francs CFA. C'est en valeur. 12 bouteilles d'huile, 650 sacs de sel, 5 000 boîtes concentrées de tomates, 20 000 poulets, tiens donc, 160 bœufs, Pourquoi tiens donc sur les 20 000 poulets 360 boissons fortes. Tiens donc, Il n'y a pas de bière? les boissons fortes, il faut qu'on en parle à la fin. Je garde ça là à côté, les boissons fortes, il faut qu'on en discute. C'est pour les chefs. C'est pour les chefs. Voilà, donc comme on le disait, ces 650 millions de francs Vous avez caché le CFA de suspense, kits alimentaires que vous avez évoqués sont destinés aux populations défavorisées de la ville d'Abidjan. C'est ce qui est dit, voilà, c'est à ces personnes-là que c'est destiné. Et c'est par le biais du gouverneur Begré Mambé, c'est lui qui a la responsabilité de distribuer ces kits-là. La transcommune du district. Voilà, le gouverneur du district, pardon, qui a la responsabilité de distribuer ces kits-là. Et les personnes qui sont censées être les points de relais, en fait, pour désigner éventuellement ces personnes vulnérables, ces personnes qui sont dans le besoin, c'est notamment les chefs religieux, les chefs de village et de communautés, les services sociaux des 13 communes du district, les responsables d'institutions sociales et autres hôpitaux spécialisés. Voici les personnes qui, en réalité, sont censées faire le listing des personnes qui sont censées être, qui sont considérées comme des personnes vulnérables ou pauvres qui devraient bénéficier de ces kits alimentaires. Mais pourquoi vous riez?
Non, Kevin, t'as pas d'avis à Kevin, donner. pourquoi c'est tu- bon. On a blacklisté Kevin. On sait ce qu'il Mais pense non, et on sait ce qu'il pense. Vas-y, vas-y. Et tous les téléspectateurs savent ce que tu penses. Peut-être qu'ils pensent comme toi, mais on ne va pas le dire. Non, mais en tout cas, c'est un très beau geste de la part du chef de l'État, surtout dans le contexte des fêtes. Hein. Voilà, justement, des gens comme ça qui ne sont pas bien lotis, qui pourront fêter de façon digne avec leur famille. C'est ça. Par contre, moi, ce qui me dérange un peu, ce sont les intermédiaires, notamment les chefs de village ou de communauté, ou encore les chefs religieux. Je ne suis pas en train de remettre en question l'honorabilité et L'honnêteté. La probité. l'honnêteté de ces personnes-là. Mais je veux dire, pourquoi ne pas cibler que les services sociaux et demander aux services sociaux de dispatcher ces biens-là? Je veux dire, dans un village, imaginons on tombe sur un chef de village totalement véreux qui nous dit qu'il va dispatcher sûr. Les biens Alors, moi, aux je suis familles qu'il d'accord- mérite. Je suis d'accord, Non, mais non, on mais- a quand même mais- le mais- même problème, hein, même Non, si mais on avant, passe par des... pardon, Rihanna, désolé. Mais on va surtout expliquer le mécanisme. Dans un village, il y a des villages qui n'ont pas de services sociaux. Mais il faut reconnaître que avant que vous doutiez un tout petit peu de l'honnêteté du chef en question, ben, il jouit en tout cas du respect du quitus de sa communauté. Oui, bien Quitte sûr. jusqu'à ce que... Il prouve le contraire. Exactement. Oui, mais bon, Donc, je veux dire, sur qui on vous sait voulez nos qu'on se... propres contextes mais aussi, sur hein. qui vous voulez que le Justement, gouvernement... et Parce c'est- qu'aujourd'hui, pardon, encore une fois, Je t'en prie. je termine ma pensée, mais dans le découpage, vous avez des préfets qui représentent le président de la République. Après, dans les communautés, il y a des personnes. Il faut des chefs, en fait. En fait, c'est ça. Il y a oui, des on a- autorités qui sont établies. Et voilà. le problème, c'est que le problème, ce n'est pas à qui est-ce qu'on remet, c'est la traçabilité derrière. Parce que c'est vrai que ce sont des dons, mais quand on regarde la quantité que ça représente, il faille avoir une vraie traçabilité. Parce que le problème, c'est que même si tu remets ça à des personnes qui, dans ta tête, sont fiables ou qui peuvent être des services sociaux, etc., il faut quand même une traçabilité pour être sûr que ça parte vraiment chez les personnes à qui c'est Bon, quand destiné. vous dites le montant est important, il est important, pas les 650 millions, mais ce n'est pas 650 millions remis à 2 chefs ou à 3 chefs. Non, c'est la C'est valeur. réparti Mais quand non, même. Je mais parle c'est de un toute la kit, mais valeur c'est du important, don. elle a raison, Je parle c'est de toute la important. valeur du don. Oui, C'est-à-dire c'est important, qu'il faut qu'on ait une traçabilité du fait même que ce soit remis à toutes ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce ça. soit un processus de distribution, c'est pas légal, mais officiel en Et fait. transparent. Alors, Et transparent. Pourquoi vous avez des doutes? Non, mais on a des Parce que doutes c'est humain que et c'est Parce qu'il n'y a pas normal. de non processus. seulement c'est normal et humain, mais on se faut aller sur souvient la quand même présomption que, d'innocence. En 2020, au moment du Covid, les masques qui avaient été mis à disposition, ainsi que les seaux et les gels, se sont retrouvés Sur le marché. sur le marché. Et c'était la Donc, faute des chefs, ça? Non, non. On n'a pas parlé des Non, chefs, mais on parle de la ça, nature c'est un humaine. exemple, en fait. C'est Oui, pour, voilà. c'est pour dire que l'État fait preuve de bonne volonté. Malheureusement, sa disposition à aider est détournée à d'autres fins, C'est ça. par des groupes. Maintenant, le Oui, problème... mais après, ça peut être, pardon Alain, mais je veux dire, il y a des cas isolés et on parle dans toutes Non, les non, compos- ce ne sont pas des cas. Non, des mais cas on isolés. ne peut pas juste douter. Il y a eu des situations, vous parlez de l'État, même au sein de l'État, il y a eu des moments, là on connaît des rapports, il y a eu des moments où des responsables de haut niveau ont été épinglés par des... Oui, mais Donc, en fait, ça ne remet pas, mais ce ça n'est jette pas le la discrédit. faute. Ce n'est pas la faute de ceux qui bénéficieraient de cette aide. Notre problème, c'est la question du sous-développement. Parce qu'on ne dispose pas des données. Ça. Quand C'est on dit ça. on va aller au secours des plus démunis, sur C'est quelle qui base on Et puis, détermine ces c'est quoi le gens-là? critère de Parce qu'on sélection? n'a pas de fichier. Où Et on puis les l'autre trouve? problème qui se pose, on parle ici de 13 communes, mais est-ce que ces communes-là ont véritablement des services sociaux dignes de ce nom, auquel cas on n'aurait pas besoin de recourir aux chefs traditionnels, aux chefs religieux et chefs autres? religieux. Voilà, parce que l'État doit pouvoir, dans ses démembrements, mener ses actions de solidarité sans avoir à recourir à des groupes privés. Parce que les imams, les prêtres et autres, pour moi, ce sont des entités privées. L'État est déconnecté normalement de ces entités-là. Donc, on saisit les communes qui ont des services d'action sociale ou bien qui ont des services sociaux tout simplement. Et ce sont ces services-là qui sont au contact des populations qui peuvent identifier celles qui sont les plus fragiles. Mais là, on les remet à des chefs, à des leaders donc communautaires. Eh bien, allons-y voir si ça arrivera à destination. Sans mettre en doute leur honnêteté, mais Oui, c'est on est ça. quand même en droit de s'interroger. Vous avez, quand on parlait, Élisée, je me tourne vers vous parce que vous avez un peu porté le projet au cours de l'émission. Il y a eu par exemple le projet des filets sociaux. Filets sociaux, oui. Le processus était différent. Bon, enfin, à quelques exceptions près. Mais avec les mêmes interrogations aussi. Oui, mais le projet des filets sociaux, en fait aussi, là, il ne faut pas perdre de vue que concernant le projet des filets sociaux, en plus de l'État, il y avait un partenaire technique non moins important qui rentre dans la ligne de compte, qui est la Banque mondiale.
et connaissant les méthodes des institutions Bretton Woods, si elles ont un planning de suivi et d'évaluation qui est très rigoureux. Donc, tu ne vas pas venir leur dire aujourd'hui, il y a été filets sociaux ou bien les prises en compte. Et puis, demain, non, il y a un suivi. Aujourd'hui, on peut te dire exactement où se trouvent tous les bénéficiaires des filets sociaux. Qu'est-ce qu'ils font, en fait, ce qui est devenu, parce qu'il y a eu une traçabilité. Et c'est en cela que je rejoins ce que Ryan a dit. On ne dit pas que c'est mauvais. Bien au contraire, on loue même l'action. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que peut-être l'année prochaine, on retrouve encore le président en train de donner peut-être même 1 milliard de dons et que les gens n'en profitent pas parce qu'on n'a pas de traçabilité pour ce qui a été fait aujourd'hui. Donc il est bien quand même que quand on sort d'une telle opération, on dise OK, à Bobo Baoulé par exemple, il y avait 10 personnes, les voici, on peut retracer. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter même le ministère de la Solidarité par exemple, aller rencontrer ces 10-là et se rendre compte effectivement que la personne a reçu. C'est ce qu'on veut dire en fait. Mais ça ne veut pas dire... On va fil des bénéficiaires. Donc on va tout de suite à la solution. Donc dans un premier temps, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait donc un mécanisme de suivi et évaluation qui soit enclenché. C'est important. Qui se matérialise par le listing déjà des personnes qui sont censées être en contact avec ces populations. C'est ça? Allez-y, faites-moi une proposition. Non, mais déjà que les collectivités locales se fassent le vrai relais de l'État en créant en leur sein des services d'action sociale. Ça, c'est un travail à moyen terme. Non, mais ça, c'est pas compliqué, c'est juste un bureau avec une chaise et quelqu'un qui est là, qui connaît la localité, qui connaît les gens, ceux qui sont pauvres, etc. Ce qu'Alain dit est d'autant plus plausible parce que là, en l'occurrence, ça va être au bon vouloir, par exemple, d'un chef religieux ou d'un chef de commune. Et imaginons que ce chef religieux-là privilégie que, par exemple, les gens de sa communauté religieuse et qui délaissent les autres. C'est ça le vrai problème, en fait. C'est au bon vouloir de ces gens-là. Et puis, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas s'ils pourront lister les gens qui méritent vraiment d'avoir ces dons. Donc, Parce que aussi, l'une des choses, l'objectif, je pense, du chef de l'État en le faisant, c'est de permettre à quand même à une bonne partie de sa population, forcément, qui n'est pas... Voilà, d'en profiter. Si le chef de l'État fait ses efforts et qu'au final, c'est des personnes qui, elles, ne sont pas destinataires, qui en profitent, voilà, tu vois qu'il y a un problème. Donc, en le disant, on ne dit pas que c'est mauvais d'avoir posé, c'est bien au contraire, très bien de l'avoir fait. Mais en même temps, il faut qu'il y ait vraiment des mécanismes qui permettent de s'assurer que ceux pour qui le chef de l'État a fait cet effort-là, puissent bénéficier de cet effort. En fait, c'est ça le problème. Moi franchement, que tous les trois, là, ils aient ce point de vue, je n'ai pas de problème avec. Mais vous, Élisée, quand même, vous êtes quand même l'un des plus optimistes de ce plateau. Mais il est optimiste. Mais je vois pas pourquoi je suis pessimiste. Mais vous doutez de l'arrivée. Ce que je dis, je ne doute pas. Je ne suis pas en train de douter, bien au contraire. Parce qu'aujourd'hui... Parce que ce n'est pas des kidnappés quand même qui sont non, là, on n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Mais on ne pourrait pas en parler en niant la probabilité. Oui, bien sûr, c'est ça, en fait. Mais je ne vais même pas loin. Ça veut dire que nous tous, là, avant même de venir s'asseoir sur ce plateau-là, ces genres d'opérations-là, on a été plus ou moins une fois proches. Confrontés à on des sait situations. Et puis, ce qui est dangereux, ce qui est encore plus dangereux, c'est que là, on est en train d'aller vers une, disons, des joutes électorales. Des gens pourraient détourner ça des fins électoralistes. Vous te dites que non, eux, ils viennent, ils vont accaparer, ils vont se dire que moi, le candidat je suis, voilà, moi en tant que candidat, je viens. Non, il y a tout ça en fait. C'est pourquoi on dit que le gouvernement doit pouvoir regarder de près pour dire effectivement que le chef de l'État qu'il a donné, c'était destiné à 3 000 familles ou bien à 4 000 familles. Les voici où elles sont réparties, on les a bien truquées, elles ont reçu. C'est ce qu'on a cartographie des familles. Même si ça demande certains moyens dans l'immédiat d'instaurer un processus de traçabilité, etc., on peut aller sur des petits concepts qui peuvent être efficaces. Dans les communes, par exemple, qu'on aura ciblées, on peut mettre des agents dans certains services publics qui font des distributions de kits. Donc la personne vient, on l'enregistre. Après, malheureusement, c'est difficile d'évaluer le critère. De toute façon, c'est des dons. Quand on fait un don, on donne tout simplement. Les gens viennent, on les enregistre, on a une certaine forme de base de données. Elle peut être numérique ça existe déjà dans les services, et on distribue, dans les services sociaux des mairies. Et je pense qu'avec ce type d'action même, ça rend encore plus proche directement des populations. En fait, ça montre vraiment le lien. Ou même aller directement dans les quartiers dits défavorisés. Voilà. Mais vous arrivez avec 650 millions de... Excusez-moi, on parle de kits alimentaires. Sur 13 communes. Voilà, mais justement, on parle de 10 000 sacs. Bon, on va juste aller mettre un camion dans un quartier défavorisé et puis demander où sont les pauvres. Non, c'est pas comme ça. Il y a une collecte d'informations. Avant même que le camion n'arrive là, on sait déjà où ça doit... Voilà, on sait à qui ça va. Tu sais qu'il y a des églises où on fait des dépôts et charités. Donc chacun va à son bon vouloir déposer ce qu'il
qu'il veut. Et puis d'autres personnes qui estiment en avoir besoin, ils vont et ils récupèrent sans payer quoi que ce soit. Donc c'est un peu le même Et là, mais principe. je veux... Bon, il disait non, je rebondis sur ça. non, Ne vous termine pas n'avez ça. plus bondi, non, vous n'avez plus bondi. D'un mot. Oui. Bon, ça va. Parce que vous avez trop bondi aujourd'hui. Là, ça va, ça va. Bondy, c'est la ville. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revoir les Mbappé. Je ne sais pas, Mbappé, est-ce qu'on peut oui. revoir l'image des chefs qui ont reçu les bidons d'huile et surtout, il y a les boissons fortes même. On t'a bien mettre une photo. Voilà. On t'a bien mettre Symboliquement, On voilà. est des profilers, on peut voir Voilà. les visages et puis peut-être deviner. Hein. Voilà, il y a des boissons fortes, il y a des boissons fortes. Voilà. Parce qu'il y a une partie quand même qui sera pour les man. Les libations. Voilà, exactement. Ouais. Enfin, bref. Allez, on va procéder au... On va évoluer hein, dans notre débat. Mais moi, j'ai confiance. Bien sûr, l'espoir fait vivre, tu sais. Exactement. Révision de la liste électorale. Ben, on évoque la question avec le point de la CEI qui veut faire donc la chasse aux transhumants. On en a parlé sur ce plateau. Et Maintes je fois. pense que, oui, maintes fois. Et je pense que là, la CEI passe à une autre étape. Voilà. Oui, oui c'est ce que je vois, mais je ne sais pas quelle est cette étape-là. Faire la chasse aux transhumants. Mais ce n'est pas après avoir enregistré les électeurs potentiels qu'il faut le faire. C'était au départ qu'il fallait être très exigeant vis-à-vis des règles. Voilà, demander à ceux qui viennent de produire des documents qui attestent de leur qualité à être inscrits sur dans telle ou telle circonscription. Est-ce que ça fait défaut, ça? Est-ce que ça fait défaut, ce que vous évoquez là? Je voyais, je pense, une vidéo sur les réseaux sociaux où quelqu'un se plaignait du fait que la personne qui venait se faire enrôler là N'est pas de la n'était pas de la localité. Sauf que la représentante de la CEI lui a dit, ben, on nous a demandé un certain nombre de choses. La personne a produit ces éléments. C'est maintenant au contentieux de pouvoir... Alors sinon, tout le monde allait empêcher quelqu'un qu'on soupçonnait de ne pas être dans le quartier, de pouvoir se retrouver. Oui, mais, et ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Oui, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses et qui, à mon sens, est quand même un peu tolérée par la CEI parce que les règles qu'elle définit ont le chic de ne pas être toujours très claires. Voilà. Et puis, les partis politiques, comment est-ce qu'ils ont pu, eux aussi, demeurer en dehors de ce processus-là? Je pense qu'en l'instar des jours d'élection, les partis politiques auraient pu déléguer des représentants dans les centres d'enrôlement pour que ceux-ci puissent vérifier, parce que ce sont eux qui sont au contact des populations, donc ils peuvent savoir, parce qu'on va au contentieux, mais je suis certain que ça ne donnera pas grand-chose, Il à part des palabres. est de notre devoir, il est pessimiste Alain, sur ce plateau. Oui, oui. Il est de notre devoir également de faire un peu de pédagogie pour ceux. Il disait, qui définit-on comme un transhumant? Ou en tout cas selon la CEI? Mais un transhumant, logiquement, c'est quelqu'un qui est dans un district, dans une zone électorale, Dans une circonscription. dans une circonscription électorale, qui la quitte pour aller se faire enrôler dans une autre circonscription. Donc, c'est cette personne qu'on appelle transhumant. C'est-à-dire que vous déplacez la personne de son lieu en réalité de vote pour l'envoyer dans un autre lieu de vote qui certainement va influencer sur le vote de l'autre côté parce que ce n'est pas sa zone d'habitation. Mais il va aller influencer cette zone-là. C'est-à-dire logiquement, il fait partie du collège électoral là-bas. Donc, c'est ça qu'on appelle transhumant. Et comme Alain l'indiquait tout à l'heure, on a vu que durant même les enrôlements, il y a eu quand même des éclats de voix. On a constaté quand même des convoyages de personnes pour aller s'inscrire. On avait alerté la CEI, les candidats en question ont alerté la CEI. La CEI a dit qu'on allait ouvrir tous ces dossiers au contentieux. Je pense que c'est à cette étape maintenant qu'on rentre, puisque l'enrôlement maintenant prend fin. L'enrôlement ayant pris fin, on va ouvrir maintenant la période de contentieux. Donc ceux qui ont les preuves par A plus B, qu'il y a eu des déplacements, qu'il y a eu des transhumances et autres, tout ça, vont apporter ces preuves au niveau de la CEI. Et puis on va essayer éventuellement de pouvoir déloger ces personnes-là. Mais moi, ce que je dis, on est dans un état, souvent aussi, il faut qu'on fasse les choses en tenant compte de la spécificité de notre situation. Il ne faut pas qu'on fasse les choses forcément comme en Occident parce qu'ils ont un certain niveau d'avancée. Nous, ici, là, si on peut régler le problème en amont, il faut qu'on le règle. Il ne faut pas qu'on le laisse venir en aval. Parce qu'après, ça devient... C'est si nous-mêmes, on voit de nos propres yeux. Ils ont pris car, on a ramassé des gens. Pourquoi dès cet instant-là? On ne dit pas non, c'est plus la peine, retournez chez vous. Et puis on attend que les personnes viennent s'inscrire. Mais ce que ça peut entraîner, ça, c'est que vous dites à des gens, retournez chez vous. Parce que vous, citoyens, vous décidez... Non, pas les citoyens, je parle même de ceux qui sont en charge du processus électoral. Qui te disent, mais c'est pas normal. Ils constatent, c'est un constat qui est établi. Pourquoi ça se fait? Donc retournez. C'est-à-dire qu'il faut dire que l'entité-là le fasse. Exactement. Et quand le porte-parole de la CEI dit tout individu indûment inscrit sur la liste électorale sera décelé,
Encore heureux, ça s'appelle faire son travail. Enfin, je ne comprends pas en fait la Et puis, comment est-ce qu'il pertinence. le ferait, Oui, d'ailleurs? c'est ça. Moi, je me pose la question. Comment Je est-ce ne qu'ils comprends vont pas la le déceler? pertinence de cette déclaration. Je pense que la CEI parle beaucoup. Non, mais la CEI rassure, parce que justement, des personnes comme Élysée peuvent s'interroger, donc c'est surtout Alain, s'interroge sur le fait que le contentieux ne pourrait rien donner. Et c'est la réponse à cette forme de pessimisme en disant, s'il y a sur cette liste des personnes qui sont indûment enrôlées, eh bien ces personnes seront décellées et sorties de la liste. Mais Brice, quand on parle de régler le problème en amont, ce n'est pas en amont, je veux dire, 6 mois avant les périodes électorales. C'est en amont. Que fait la CEI avant les périodes électorales? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de possibilité continue de pouvoir s'inscrire sur cette liste, de pouvoir la réviser de Surtout que façon le code électoral continuelle? exige que cela se fasse chaque Voilà, année. de pouvoir la réviser de façon continuelle. Pourquoi est-ce que le Annuelle. travail n'est pas annuel, pardon? Pourquoi le travail n'est pas fait? Et pourquoi est-ce qu'on attend ces périodes-là où il y a de l'engouement, où on n'arrive même pas à maîtriser les troupes, on n'arrive pas à avoir de la visibilité sur qui est qui, etc. On se retrouve dans des trucs où c'est au contentieux qu'on doit régler des problèmes qui ne pourront pas se régler. Faut se le dire clairement, au contentieux. Et qui va créer encore Voilà. de Donc je pense l'attention. que pour les prochaines fois, c'est vraiment, il faut faire un travail continuel. C'est comme la question du recensement. Un recensement, ça se fait de façon continue. C'est pas. Et le PDCI a annoncé une déclaration sur ce sujet demain. Je crois une conférence de presse. Donc ça veut dire que déjà on rentre dans une période aussi de tension politique. Voilà, Bon, parce c'est une que- déclaration. Non, Pour l'instant, c'est qu'une oui, déclaration. c'est hein. qu'une Mais si, ils déclaration. ont déjà annoncé leurs couleurs, ils disent qu'ils ont eu les retours du terrain, etc., et que demain ils vont s'exprimer sur. Voilà, ils vont certainement dénoncer un certain nombre de choses. Bon, on va pas aller à Mais l'attention. ça donne quand même l'image d'une démocratie un peu Il faut frelatée. anticiper. vous voyez, C'est voilà. tout ce qu'on doit retenir, il faut Allez, anticiper. les amis, on a bien compris vos points de vue. Je pense que pendant la pause, je vais vérifier. J'ai peut-être pas pour vous des boissons fortes, mais j'ai de l'eau. À tout de suite. On n'est pas chef. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt pendant la pub 2-3 petites instructions dans l'oreillette, placées quelque part. Et tu répondais comment? Et moi, je faisais des commentaires sur Brice. Tu n'es pas Agni par hasard. C'est apparemment. Ben oui, je suis Agni, je suis Tu Agni. veux un poulet pour l'année, hein? Même si ça se pointe. Jusqu'à ce point, oui. Mange un peu, Il faut être Agni à fond, à fond. Élisée Molougou est sur le plateau. Il est en compagnie de Kevin Aubin, de Alain Toussaint et de Rayana Assi. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk l'honorable Philippe Hien. Il est président du conseil régional du Boukani. Il faut prononcer exactement comme il faut. Bonsoir honorable, comment allez-vous? Bien, ça va. Et chez vous? Bien. Alors on va commencer par, parce que je sais, hein, lorsqu'on préparait cette émission, on a vu passer des images de vous en chevalier de la solidarité. Donc je pense que là, on va évoquer la question qui faisait débat un peu sur le plateau, de ces 650 millions de dons aux familles. Comment vous appréhendez, comment vous appréciez cette situation-là? Parce qu'en plus, on disait en commentaire d'un internaute qui estimait que c'est que dans les 13 communes et le reste du pays. Comment vous appréciez cette situation-là? Mais au regard donc de la pauvreté qui existe réellement sur notre territoire, malgré les efforts qui sont faits, je pense que c'est une bonne chose d'apporter quelque chose en termes de kit alimentaire pour la fin d'année. Ça va permettre d'avoir quelques moments de gaieté. Et puis, le plus important, c'est le processus même de solidarité qui est mis en place, qui permet de faire reculer véritablement la pauvreté. Et que ce soit à Abidjan, d'accord, on aurait bien voulu que ce soit l'ensemble du territoire, mais il faut bien commencer quelque part, expérimenter, relever les failles et puis corriger pour pouvoir répandre sur l'ensemble Et du justement, à territoire. propos de failles, on en parlait sur le plateau. Certains ont été pessimistes sur la façon dont... On n'a pas été pessimiste. Sur les, On s'est posé des vas Des dire. questions. Donc, sur les je me suis instruments, posé la question. sur les instruments dont vous disposerez, vous, par exemple, en tant que président d'une collectivité Oui. locale, pour déterminer qui est défavorisé, qui ne l'est pas, qui pourrait bénéficier Pour que la d'une aide. Comment est-ce que distribution vous, soit transparente. admettons que vous soyez- êtes c'est ça. dans la liste des bénéficiaires, comment vous faites pour Redistribuer ça. faire parvenir aux destinataires cette Déjà, l'élu local, il est dans la proximité. Il connaît ses populations, il est censé vivre avec elles au quotidien. Et il est accompagné par des structures administratives telles que la direction du socio-culturel dans chaque collectivité. À cela, il faut ajouter les autorités déconcentrées qui existent sur nos territoires, donc les représentants des ministères, les directions départementales, les directions régionales, où il y a donc des responsables du social qui ont avec elles, ces responsables, des listes des personnes en difficulté, des personnes qui seraient bénéficiaires qui pourraient être bénéficiaires de l'aide de l'État ou de toute autre structure. Donc quand on met tout ça ensemble, on peut faire un certain tri. C'est clair que ça ne sera pas à 100% objectif parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient se déclarer comme personnes en situation difficile, mais qui ne le sont pas réellement.
Mais avec ces différents tris, on a plus de chances d'atteindre la cible en s'adonnant à ce jeu. Vous n'avez pas cité les chefs de communauté, les chefs religieux, par exemple. Donc, ça veut dire que finalement, ce sont les collectivités qui doivent faire le boulot. Je défends ma chapelle, je suis sûr, élu local, je suis responsable de Est-ce que collectivité. justement vous travaillez avec ces chefs religieux-là pour certaines opérations? Ou les chefs Oui, de communauté. pour certaines activités, on travaille avec les chefs de communauté, les chefs religieux. Influence. Mais il faut faire attention en même temps parce que pour les chefs religieux, nous sommes dans un pays dit laïque. Donc, si on ne fait pas attention dans la démarche, on pourrait se retrouver à traiter un groupe religieux au détriment d'un autre. Donc, on peut les inviter, on peut requérir leur avis, leurs observations, mais il faut rester dans le cadre plus ou moins administratif Dans avec les l'exécution autorités, du projet. C'est ça. avec les autorités décentralisées et C'est ça. déconcentrées. On a plus de chances d'être équitable, Et, pour ma part, et surtout au plus près des cibles au plus près des cibles. que vous connaissez. Oui, parce qu'on les connaît. Nous sommes avec moi, ça fait 10 ans quand même que je suis élu local. Donc, je connais plus ou moins mes populations. Je connais où est-ce qu'il faut partir quand on a ces opportunités, à qui il faut remettre pour être sûr qu'on a touché vraiment des gens qui sont dans le besoin. Bon, en même temps, les populations disent, bon, si vous savez, on habite depuis 10 ans, qu'on a toujours les mêmes problèmes, c'est qu'à un moment donné, vous aussi, vous ne faites pas votre boulot. Non, pas que ce soit les mêmes personnes depuis 10 ans. Heureusement. Pas que ce soit les mêmes Si vous les personnes. connaissez, elles sont toujours là, il y a un problème. Non, on les connaît, ça évolue. vrai, ça. Mais certains restent toujours dans la même situation. Malheureusement. On ne pourra pas, même dans les pays dits les plus riches, on a encore des pauvres Oui. qui vivent avec moins d'$1. Donc, on travaille à réduire au maximum la pauvreté, mais en même temps, on est conscient qu'elle existe. Il faut faire avec. De toute façon, On posait à travers cette question une question qui est vraiment importante parce qu'on sent que parfois toutes les décisions sont vraiment concentrées en phase expérimentale ou pas sur Abidjan. Dans une région comme celle du Bunkani, est-ce que vous estimez qu'on sent vraiment les avancées et le développement qu'induit le gouvernement dans le pays? Est-ce que la décentralisation est une bénéfique, réalité, ouais. est une réalité? La décentralisation est bénéfique, ça, c'est clair. Maintenant, c'est Est-ce une réalité. qu'on ressent les actions du gouvernement dans des zones comme celle du Oui, Bunkani? j'en viens là. Moi, ma région particulièrement que je connais le mieux est une région que nous avons qualifiée plus ou moins de sinistrée, d'abandonnée parce que nous sommes restés loin du développement de toutes les infrastructures de base jusqu'à très récemment. pour nos téléspectateurs, pour présenter cette région, c'est... La région du Bunkani, c'est l'une des 31 régions du pays. Elle est au nord-est de la Côte d'Ivoire, elle fait frontière avec le Ghana, le Burkina Faso et avec les régions sœurs au sud du Gondougo, avec laquelle nous formons le district du Zanzan, et la région donc, du Tchologo à l'ouest. La capitale de région. La capitale de région, c'est le département de Bouna, chef-lieu Bouna, et nous avons 3 autres départements d'Oropo, Teini et Nation. Ces 4 départements, c'est 400 000 habitants depuis le dernier recensement. Et avant, ce recensement n'est pas encore totalement officialisé, mais avant ça, nous avions 267 167 habitants. Très bien. Vous parlez des sinistrés. Cette zone est sinistrée, pourquoi Nous disons de cette zone, elle est sinistrée parce que quand nous, on arrive à la gouvernance locale, par exemple, en tout et pour tout, pour l'enseignement secondaire, nous n'avions que 2 lycées, un à Bouna et un à Nation. Les départements de Doropo et Nation n'avaient pas de collège d'enseignement secondaire. Je prends une sous-préfecture comme celle de Calamo, qui est dans le département de Doropo. Il y avait pour toute école que le chef-lieu de sous-préfecture, 6 classes pour une sous-préfecture qui compte 24 villages. Et les 6 classes étaient juste à la sous-préfecture. Au chef-lieu de sous-préfecture. Jusqu'à très Les récemment. 24 villages. Et la plupart de nos villages, de nos écoles dans les villages datent des années Frafio, des projets Frafio des années 70-80. Et c'est pour les années 70, 71, 80. Je prends l'exemple par exemple de Sotité d'Or, qui est un village dans la sous-préfecture de Bouna, qui avait 3 classes depuis 71. À Gogo, chef-lieu de sous-préfecture, 3 classes depuis 1976. Néanmoins, chef-lieu de sous-préfecture, 3 classes depuis 1978. Et même l'exemple le plus emblématique, c'est à Angaï, qui avait 3 classes depuis 1958, avant l'indépendance. C'est en 2018 que nous, on envoie 3 classes pour faire une école primaire normale. C'est une zone qu'on pourrait qualifier de sinistrée. J'ai 16 chefs-lieux de sous-préfecture. Il n'y avait aucune jusqu'à très récemment qui avait l'adduction en eau potable. Très bien. Le diagnostic, c'est une zone sinistrée. La vraie question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, a justifié ce sinistre? C'est l'abandon. De qui? Par qui? L'abandon des autorités étatiques. C'est elles qui ont la charge d'apporter aux populations le bien-être. Aujourd'hui, à Bouna, vous avez, dans le Bunkani, je vais dire, on a un peu plus d'écoles, on a un peu plus de dispensaires, on a des hôpitaux. On n'est pas satisfait, c'est sûr,
Mais d'hier à aujourd'hui, il y a du parcours, il y a du chemin qui a été fait. Là, vous répondez à la question de Rayana qui disait, est-ce que vous ressentez l'action du gouvernement dans votre région? Nous la ressentons parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, quand je quittais Bouna pour Doropo, c'est 70 km, on en avait au minimum pour 2 heures. Aujourd'hui, on a une voie bitumée. Ces 70 km, on peut les faire facilement en 45 minutes, 1 heure quand on est sage. Ça, c'est un ressenti, c'est un vécu qu'on a. On a des collèges de proximité. On en a aujourd'hui 7 qui ont été construits dans la région. On a plusieurs salles de classe qui ont été construites. Nous, au conseil régional, on en a fait. Les différentes communes en ont fait. Mais l'État même est intervenu à construire un certain nombre de salles de classe pour permettre à plus grand nombre d'enfants d'aller à l'école, à construire des dispensaires pour permettre à plus de personnes de bénéficier donc des services de santé. En combien de temps approximativement s'est fait ce développement? Enfin, ces avancées, Ces avancées, ces 10 dernières années. Moi, je suis en poste depuis 2013. On va dire c'est depuis 2011 que véritablement nous avons à sentir l'intervention de l'État dans nos régions. Nous avons eu l'électricité en 2016. Jusqu'en 2016, on était à 1% de taux d'électrification. Oui, effectivement, il a anticipé un peu sur la question parce qu'en préparant cette émission, j'ai fait quelques recherches et je savais que la région du Bounakani était une des régions, je dirais, à la traîne en matière d'électrification, vraiment grandement à la traîne. Aujourd'hui, je crois que, comme il le disait, de 1%, on est autour de 31 ou 30, 34%. Voilà, 30-34%. Et ça continue. Voilà, donc je voulais déjà me rassurer que ce que j'avais lu était exact. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire que la perspective d'ici, disons, 2025 ou bien les 10 prochaines années, c'est quoi? La perspective au niveau du Bounakani? C'est quoi vos perspectives en termes de développement? Aujourd'hui, bon, avec ce qui s'est passé, tout ce que j'ai énuméré tantôt, on est bien avancé sur la dotation en infrastructures de base qui permettent donc aux populations de pouvoir aller à l'école, de pouvoir avoir de l'eau potable, de pouvoir avoir à se soigner. Donc nous, notre étape aujourd'hui, notre ambition, c'est de travailler à créer des activités génératrices de revenus, mettre les femmes et les jeunes au travail, permettre que ceux-là puissent avoir de quoi se prendre en charge, gagner l'autonomie financière. Ça permettra de faire reculer la pauvreté qui est super élevée chez nous. Les derniers chiffres nous donnaient 61% de taux de pauvreté, mais ces chiffres sont un peu quand même, datent d'un peu. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a peut-être baissé, je n'ai pas les derniers chiffres, ça n'a pas été publié encore. Mais c'est ça, aujourd'hui, notre ambition, c'est de travailler à faire reculer au maximum la pauvreté, à maintenir les populations sur place pour qu'elles ne soient pas obligées de se déplacer dans d'autres régions du pays. Comme elle le disait tout à Abidjan, se déplacer dans d'autres régions pour bénéficier de la santé, pour bénéficier de l'électricité, pour bénéficier de l'eau. Il faut qu'on puisse donner ce minimum-là sur place. Voilà, et je pense que ce que le président du Bounakani, en fait, le conseil régional, souligne, c'est le fait que cette région, comme beaucoup des régions de la partie nord du pays, ont été victimes d'une forme de la disparité entre des développements. Parce que passer de 1% en termes de l'électrification à 30-31%, je pense que c'est quand même un bond assez, salutaire. Maintenant, la préoccupation, là vous avez effleuré le sujet, c'est la question de l'emploi. Pas seulement des jeunes ou des femmes, mais en termes de tissu économique, comment est-ce que vous travaillez à faire venir des entreprises, des entrepreneurs, des opérateurs économiques? Comment vous donnez du charme à cette région qui en a certainement. Oui. Comment est-ce que l'investisseur peut venir chez vous et qu'est-ce qu'il peut y faire? Alors, dès que nous sommes arrivés à la tête de cette région, on a compris qu'elle n'était pas du tout connue. Les Ivoiriens eux-mêmes ignoraient cette région. Parce que figurez-vous, nous avons le plus grand parc de la Côte d'Ivoire. Et le troisième plus grand en Afrique de l'Ouest, c'est 1 150 000 hectares. C'est une réserve de biosphère qui est aujourd'hui patrimoine mondial. Ça déjà, c'est une source de revenus qu'il faut connaître, valoriser, savoir la vendre tout en la préservant. Alors, nous avons mis en place un festival de danse traditionnelle et culturelle, qu'on a appelé le Festibo depuis 2013, qui vient de faire sa 10e édition dans ce mois de décembre, pour permettre de faire connaître davantage nos régions et de participer à toutes les activités culturelles ou économiques où on peut présenter la région, présenter ses atouts. Nous sommes quand même l'un des premiers producteurs en anacarde, qui est un produit non moins négligeable, en qualité et en quantité. Nous avons l'igname Ponant que nous sommes les seuls à produire. C'est merveilleux comme igname pour ceux qui ont déjà goûté à l'igname. Je pense que lui, il doit pouvoir bien s'y connaître en tant qu'Agni. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il était Agni, donc les Agni connaissent bien le foot. Non, mais c'est ça. La position, c'est parce que je suis Agni. Voilà, c'est pas parce que... Voilà. Non, c'est pas autre chose. Voilà, c'est pas autre chose. Alors, donc, nous avons bien d'autres produits. Le karité qui n'est pas partout, et qu'on retrouve quand même dans le Bounakani, nous avons des espaces. Notre population est à 99% une population qui exerce dans l'agriculture. Nous pensons qu'il ne faut pas aller faire autre chose. Il faut améliorer donc ce qu'ils ont toujours su faire en leur apportant les techniques nouvelles qui leur permettent de produire mieux. Peut-être? Oui. Déjà mieux produit et ensuite transformer sur place.
prend toute la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, oui. Produit et transformé sur place. Nous sommes également une zone d'élevage. Une très bonne zone. C'est vrai que ça nous crée des problèmes avec les conflits agriculteurs-éleveurs, mais nous sommes à réfléchir, à trouver des solutions, comment amener ces deux corporations à vivre en paix, ensemble, et à produire. On va évoluer sur un autre sujet parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de points à aborder avec vous. C'est très passionnant. C'est très passionnant, le volet politique. Sur une liste qui a circulé, on va dire ça comme ça, sur une liste qui a circulé, on a vu votre nom, donc comme étant un des représentants du RHDP donc, dans votre région. Vous avez vu la liste aussi? Candidat à sa propre Candidat, liste. Non, je suis déjà représentant RHDP. Candidat à sa propre J'étais coordinateur régional avec la l'association du candidat à parti. Je suis votre propre secrétaire succession. départemental. Ça, c'est au niveau du parti. Également, le parti se prépare pour les élections locales à venir. Donc, les candidats aux conseils régionaux, à l'élection des conseils régionaux, ont été désignés par le président du parti. Et j'ai eu l'honneur d'être désigné pour donc, succéder à moi-même. Bah, justement, moi j'ai une question. Ouais, voilà, finalement. J'ai une question à cet effet. En 2018, vous avez pulvérisé les scores hein, avec 80% des voix Oui. lors des précédentes élections locales. Soviétique. Non. J'ai perdu 2 sous-préfectures, j'en suis triste. Non, 80%, c'est quand même énorme, c'est remarquable. Cette année, vous êtes désigné par le parti du président de la République, le RHDP, pour remplir pour un autre mandat lors des élections 2023. Est-ce que ça aide quand on fait partie de l'écurie du parti du président? Est-ce que ça aide à faire développer sa région comme il le faut? Déjà, moi je pense que les budgets qui sont mis à notre disposition, qu'on soit proche du président ou pas, il faut déjà bien les utiliser, bien diagnostiquer les problèmes de chez soi et savoir orienter les moyens mis à notre disposition. Exécuter ces programmes aussi. Exécuter ce qui est programmé. Alors, au-delà de ça, la décentralisation n'est pas très avancée. Nous sommes sur un cheminement, nous avançons, mais nous ne sommes pas encore très avancés. Donc, les budgets affectés aux collectivités ne représentent pas grand chose. C'est moins de 5% de l'ensemble du budget national. Donc, le fait d'être proche des décideurs, des plus grands décideurs, peut permettre d'apporter une plus-value. Donc, de réaliser des projets que tout seul, on n'aurait pas pu réaliser. Donc, de défendre sa chapelle et de pouvoir la positionner dans les programmations nationales. Là, je vais mettre une balle face à un poteau vide. Qu'est-ce qui, selon vous, plaît dans votre faveur? Qu'est-ce qui marche dans votre... Peut-être qu'il serait mieux de demander à ceux qui me désignent, mais ce que j'ai pu dire, c'est que j'ai mis en avant la proximité avec mes populations. Je suis au quotidien avec ces populations. J'en viens là déjà il y a à peine 48 heures. J'effectue au minimum un voyage par mois dans ma région. C'est une journée de voyage pour y aller, c'est une journée de voyage pour y venir, mais ce n'est pas un problème pour moi, j'adore. J'aime être sur place, j'aime voir la vie de ces populations-là changer. C'est pour ça que j'adore, le poste que j'adore dans les postes politiques, c'est celui d'acteur de développement. Parce qu'on impacte véritablement la vie des gens. Et on Ce voit dont le on parle, ce qu'on fait, on voit le Ouais. résultat. Mais vous ne pouvez pas comprendre le bonheur qu'il y a à aller remettre une pompe villageoise Ouais. à des populations. En ville, ici, vous leur dites pompe villageoise, ils se disent c'est rien, c'est pas grand chose. Mais des populations qui n'ont jamais imaginé qu'elles auraient à boire de l'eau potable de leur vie, qui reçoivent une pompe villageoise, mais c'est phénoménal. Vous voyez les joies, c'est indicible. Et apporter une école, ils sont émerveillés. Apporter un centre de santé, mais c'est la totale. Leur permettre de pouvoir circuler, de faire sortir leurs produits, c'est un bonheur immense qu'on ne peut décrire. Mais tout ça, on se dit, vous puisez les budgets. Vous avez suffisamment de budget pour pouvoir apporter des pompes, faire des écoles. Parce qu'on a un peu l'impression, on dit, ah, c'est M. Yen quand même qui a envoyé ça. Ça nous ramène à la question. La question était Je le disais que ça aide tantôt. sur Le le budget développement aussi est politique. Oui, La route est politique. oui. Hein, les pompes villageoises sont politiques, Oui. c'est-à-dire que plus on est proche du parti au pouvoir, et ça c'est de tout temps comme ça en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nouveauté, c'est que ça facilite effectivement le dialogue avec les autorités, Le ce qui est Mali, normal sûr. d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc Mais pense déjà, Où est-ce que c'est- vous recherchez, bon là je vais sortir de leur point de vue, où vous recherchez par exemple des partenaires extérieurs qui vous aident? Oui, on peut toujours avoir des partenaires extérieurs, mais moi, je vais même plus. Moi, je suis pour qu'on se concentre déjà sur nos ressources propres. Le budget, qu'on l'utilise bien, à bon escient. Et on a des cadres et des gens dans nos régions qui sont bien, et même on peut avoir des amis. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui ont fait des pompes villageoises chez moi sans y être allés. Je leur ai dit, écoutez, vous voulez faire une action sociale, vous voulez aider les gens parce que Dieu vous a permis aujourd'hui d'avoir une position intéressante. Vous faites qu'une pompe villageoise chez moi, vous permettez à des centaines de populations de gagner la santé et de vivre heureux peut-être un peu plus longtemps. Donc, il y a des amis Genre, comme ça. comment que j'ai dit ça à Alain Toussaint, ça fait 4 ans, il ne fait jamais rien chez moi. c'est vrai, J'ai des amis qui l'ont fait. on le fait bientôt. Et j'ai même des mécènes. J'ai un mécène qui m'a offert pour l'année passée seulement 40 pompes villageoises lui seul. Wow.
Le budget ne permet pas de faire des choses énormes. Hein. Moi, mon budget me permet de faire 5 pompes villageoises par an, 5 bâtiments de 3 classes plus bureaux pour les écoles, 5 dispensaires. Donc, après 10 ans, je devrais me retrouver environ à une cinquantaine de pompes. J'ai 200 pompes villageoises de réaliser à ce jour. Très bien. Maintenant qu'on y est, président, peut-être qu'à la fin de l'émission, on va se voir pour que peut-être vous me partagez le contact de votre mécène. Parce que vraiment, mon village a besoin, depuis plus d'une vingtaine d'années, on court derrière une pompe villageoise. Donc peut-être que celui qui vous en donne 40 pourra peut-être accepter de nous en donner une aussi. Mais j'ai aussi dit qu'on pouvait s'investir personnellement. Oui, Oui, mais non, personnellement, on le fait. Personnellement, on le fait. Mais bon, je suis en bon, contact. j'ai la grâce d'avoir le président, j'ai profité. Tout ça, ça fait Combien partie. ça coûte aujourd'hui une pompe villageoise autour de Alors, une pompe villageoise, si on le fait directement, elle pourrait vous coûter 5 millions. Ah ouais. Par contre, si vous le faites à travers les procédures administratives, le marché et tout ce qui va avec, ça pourrait coûter 10 millions. Carrément le double, en fait. Ah oui. C'est possible. D'accord, je calcule 2-3 petites Est-ce que choses vous avec avez le salaire un programme de d'Élysée. coopération décentralisée avec des collectivités à l'étranger, en Euh, France, en Allemagne? Non, j'ai plutôt la chance d'avoir des amis avec lesquels nous sommes partis à l'école qui aujourd'hui sont des Européens, ils ont la nationalité et vivent là-bas, qui ont monté des ONG qui nous amènent de l'aide. Par exemple, on a reçu il y a quelques années un conteneur de matériel médical 40 pieds. On a reçu très récemment un ami qui est en Hollande qui nous a envoyé 10 000 livres qu'on a distribués aux enfants sur l'ensemble de la région. Et là, déjà, il prépare la cuvée, j'allais dire, de 2023. Il a 7 000 livres déjà qu'il a pu récupérer. Il va en récupérer un peu plus. On va mettre à la disposition de Vous ces avez jeunes. de bons arguments électoraux, là. Bon, c'est de la réalité en plus. C'est du factuel, c'est La du force, factuel. la force. C'est le factuel. Et je veux dire, la difficulté de l'exercice, c'est 5 secondes avant qu'on aille à la pause. Honorable, qu'est-ce que vous pensez du mot de désignation, justement, de cette fameuse liste, un mot qui fait, pour certains, grincer les dents? Quel que soit ce qui sera fait, on aura des choses à dire. Mais ce que je veux dire, un parti politique se donne les moyens de conquérir le pouvoir et de le conserver. Le RHDP a choisi son mode de désignation de ses candidats parce qu'il ne veut pas perdre ses élections, il veut gagner les élections. Le président de la République a gardé pour lui la désignation des candidats aux conseils régionaux. Par le passé, ce n'était pas la même procédure. Ils ont expérimenté des choses. Aujourd'hui, il a décidé de faire autre chose. Et je pense qu'il a des renseignements que nous, on n'a pas, qui lui permet de savoir quel est celui de ces hommes qui peut, à coup sûr, remporter une élection. Donc, c'est sur la base des éléments à sa disposition qu'il désigne. C'est sa discrétion. Au-delà de ça, moi, je viens d'une réunion d'un comité d'arbitrage où je suis vice-président. Nous sommes en train d'étudier les candidatures des maires. Nous ne statuons pas en local sur les maires des chefs-lieux de région. Ça relève du directoire qui va étudier les propositions et puis choisir. Par contre, les autres mairies de nos localités, nous avons un conseil, un comité qui est mis en place, un comité d'arbitrage avec tous les responsables de notre parti sur place. Un comité d'arbitrage local Qui étudie les propositions et certainement fera des propositions au directoire pour désigner le candidat. Très bien. En tout cas, moi, je peux juste dire une chose, c'est que être votre ami, vous savez utiliser vos amis. On marque une courte pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder. Vous nous regardez justement sur les canaux 206 du bouquet Canal+, numéro 6 de la TNT, et sur vos smartphones, vos ordinateurs. Donc, sur nos pages des réseaux sociaux. Merci déjà d'avoir toutes ces réactions-là que nous lisons avec beaucoup d'intérêt. Donc, ça permet de challenger et de relancer nos invités. Un point important... j'écoute mon oreillette, c'est la question de la sécurité. C'est ça, oui. Alors, on a vu ces derniers jours une montée de la violence dans une localité de repos. Voilà où on a parlé. Et même à Bouna aussi, il y avait 11 véhicules. Des incidents. Des incidents. Oui, enfin, des actes. incendies de véhicules. Voilà, et des tout ça. incidents Incident un peu voilà, violent quand même. etc. Oui, Donc, qui constituent quand même C'est au moins 15 véhicules. On dit incident. Allez, on va se mettre d'accord pour donc, dire incident. un point noir à quand même ce beau tableau que vous nous avez dressé avec une région qui est engagée vers le développement, avec la question de l'insécurité quand même qui est très préoccupante. Oui, c'est capital parce que sans sécurité, on ne pourra pas faire de développement local, ce n'est pas possible. On a des soucis sécuritaires, c'est clair. On est à la frontière avec le Burkina, qui est en proie au terrorisme. On a déjà subi 2 ou 3 attaques dans notre région. Les attaques en Côte d'Ivoire, les 4 attaques terroristes en Côte d'Ivoire, à part celle de Bassam, les 3 autres sont dans notre région. Notamment dans la sous-préfecture de Toubor et puis un peu à côté à Kafolo. Mais ça passe toujours par chez nous. Donc, on a de véritables soucis. C'est justement dû au fait que la région a été sinistrée pendant longtemps parce que, figurez-vous, le département de Doropo qui fait frontière avec le Burkina n'a eu son premier commissariat qu'il y a à peine 3 ans.
a eu sa brigade de gendarmerie il y a à peine 2 ans. On a à ce jour 2 commissariats sur l'ensemble de la région, à Bouna et à Doropo. On a une escadron de gendarmerie qui s'est installée il y a à peine 2 ans à Bouna avec une compagnie de gendarmerie qui vient de s'installer. Ça bouge dans le bon sens. Mais en temps, on a eu à accuser un gros manque qui a créé beaucoup de faiblesses. Malheureusement, pour nous également, comme si ça ne suffisait pas, on constate depuis quelque temps des actes de pyromanie. 11 véhicules ont subi ces actes de pyromanie à Bouna et 4 à Doropo récemment, pendant qu'on pensait que c'était assez. Mais les forces de sécurité et de défense sont sur le dossier, en alerte. Elles sont à quelle est fond. l'origine justement de ces incidents? Il sera difficile pour nous. Les auteurs, est-ce que vous avez une idée? On n'a pas d'idée dessus. On aurait eu des idées qu'on aurait guidé donc les forces de sécurité. Mais nous sommes dans la sensibilisation. Nous rencontrons les populations tout le temps pour leur demander de mettre à disposition des forces de sécurité et de défense les informations qu'elles pourraient avoir. Parce que sans information, ces forces naviguent à vue. Et ça va très bien au parti. Mais les populations peuvent avoir des informations que ces forces n'ont pas. Donc nous encourageons donc une bonne symbiose, une bonne ambiance entre les forces et les populations pour qu'elles puissent avoir le courage de remonter les informations pour espérer arrêter ces gens qui perturbent le sommeil de tout le monde. Qui perturbent vraiment le sommeil. Quand on part en région, c'est difficile parce qu'on doit déplacer nos véhicules, peut-être les mettre à la gendarmerie, au commissariat, parce que personne n'est tranquille. On a été très heureux de vous recevoir sur notre plateau, hein, monsieur Philippe Ien, vous êtes président du conseil régional de Bonkani. Alain Toussaint m'envoie des fiches. Vous avez un ministre, le ministre de la Justice est de votre région? Voilà. Oui, il est de notre région, il est de Donc on le TINI. salue alors. Voilà. Même la ministre même de. Nous avons également une ministre, la ministre du Plan, la ministre Kabari Ali. C'est bon, là vous avez commencé les dédicaces. Vous êtes gâtés. Même le directeur général du port. Le DG du Le port. directeur général du port est originaire de là-bas, il est né à Diaké, il est originaire de là. Du C'est la Bonkani. même famille que la vôtre, non? Oui, c'est un grand frère. Voilà. Et pendant qu'on y est, il y avait l'ancien président du Côte d'Ivoire, le directeur du Côte d'Ivoire Tourisme aussi, c'est ça? Sommet Jean-Marie, qui est ambassadeur aujourd'hui J'y ai en là, Angola. L'ambassade en Angola. Voilà, qui Vous était les de connaissez l'opposition. tous les Ah cas. non, mais c'est Non, une mais région, on il y a beaucoup de... on a de la culture sur le plateau. On n'a pas envie juste d'envoyer. C'est important, mais bravo à ce vous, sont hein, ces franchement. personnalités qui portent aussi le Oui, développement c'est de ça. la région. On a la première femme générale de police de Côte d'Ivoire, hein, Très bien. Plus. qui est directrice des cabinets adjoints du ministre de la Sécurité. D'où Excuse-moi, à l'importance. Pogouin, il n'y a que toi ou... On a cherché la On liste a des le cadres. directeur général des marchés publics de de votre Côte d'Ivoire, oui, M. Jules Sanson-François. Bon, alors justement, la question qu'on a posée, mais tout cela était là, et puis quand même, la jeune Ah non, ils sont là maintenant. Ah, J'ai d'accord. dit que ça bouge depuis maintenant. très bien. Parce que c'est maintenant que tous ceux-là sont là, ils apportent leurs contributions. C'est ça. Tous autant qu'ils sont, chacun apporte sa contribution. Nous pour le rassurer dans la développement de ces cohésion. Dans la cohésion. Oui, C'est surtout ça. nous travaillons En tout ensemble. cas, battez-vous pour les parents parce que le plus important, c'est quand ces paysans, ces familles qui sont dans des localités reculées de la capitale peuvent vivre dans de meilleures conditions. C'est ça. Voilà, et que ces Bénéficier d'infrastructures familles, sociales de base. ces parents ne doivent pas être pris en otage par des questions politiques. Non, pas du tout. Voilà. Ben, Moi, j'ai la chance d'être le jeune frère de tous ceux-là. C'est ça. Donc, moi, on m'envoie au village, je vais remettre ce qu'ils donnent, ce qu'ils trouvent. C'est moi qui pars remettre au En plus, village. votre oncle, c'est Ouattara, le président. Un peu comme Blé Goudé. Oui, mais Blé, c'est mon cousin. Voilà. C'est le neveu de mon papa. Donc, c'est mon cousin. cette allure. C'est ça. Et en plus, c'est un camarade de lutte. Hein. Il a été mon secrétaire général à l'université. Ouais, on a remarqué on a remarqué le flow. L'éloquence, Exactement. voilà, le verbe, tout ça. En tout cas, Philippe Ien, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle le président du conseil régional du Bonkani. Et puis, candidat. À sa Au conseil succession. régional. Ça, c'est le genre de sa Bonkani. succession. On va regarder un peu les images. Justement, on évoquait tout à l'heure l'excellence de vos relations avec le président de la Il a eu République. le prix d'excellence. Les photos. Oui, c'est l'un du meilleur élu local. Il a eu le prix d'excellence du meilleur élu local. C'est ça, c'est pour ça que j'ai utilisé. Je suis un animateur intelligent. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot excellence quand même. Pour qu'on y aille. C'est ça. Le meilleur élu local. Comment vous recevez Il y a ce 2 ans, non? trophée? Ah, ce fut un moment de bonheur parce que même quand on cultive son champ, on aime bien entendre le merci, qui est un encouragement en fait. ça. Pour nous dire que nous sommes sur la bonne voie, C'est ça. nous sommes en train de travailler pour les populations comme nous l'avons souhaité, au point où les plus hautes autorités du pays le reconnaissent et nous récompensent pour ça. C'est surtout la récompense de dire que vous êtes sur le bon chemin, La allez-y. reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance, du de travail dire fait. fils, vas-y, tu es ça. sur le bon chemin. Très bien. Merci vraiment, ça a été un bon moment. On vous a gardé même plus longtemps hein, parce qu'on a aimé le flow. Merci beaucoup, Philippe Ien, président du conseil Ça donne régional envie du d'aller au Bonkani. Bonkani, hein. Oui, Ah, mais vous êtes invités, hein? Ouais. oui, on ira. Tous on autant ira. que vous êtes, même Mais les téléspectateurs, Mais vous êtes invités. sans faire de boucan. Mais le festival est fini. Non, Le festival est fini. Ok, on est ouvert. Vous gagnez bien toujours. Merci, président. Les amis, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Boloube.
Bonjour. en compagnie de Kevin Aubin. Kevin, après, vous allez nous parler du tissu de cette chemise. C'est quoi? C'est une chemise ou c'est une veste? Il faut que Non, je- c'est une chemise. C'est une chemise. Ouais. Très bien. C'est un... C'est une corde Comme qui une va cravate. avec la chemise. Exactement. Je pourrais pas en dire plus. Ben, c'est bien, c'est bien. Mais je ne veux pas vous en demander plus, je vous rassure. Alain Toussaint est avec nous, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Brice. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bonsoir. C'est l'annonce, c'est Bonsoir à l'annonce qui nos fait ça. téléspectateurs qui viennent de Le nous second rejoindre. invité. Mais tu c'est sais. ça, il est très Oui, connu, voilà. bonsoir. Et puis c'est la façon d'annoncer en fait. Bon, moi, j'ai une petite anecdote, je suis humoriste, donc je vais balancer une ou deux vannes. En général, sur les plateaux à la radio, vous annoncez le journaliste. Le journal est présenté par Élisée Poloubé. Bonsoir Élisée. Il commence bonsoir Ruiz, en information. Donc il y a un gage, je ne sais pas quel problème il a. Le journal est présenté par Élisée Poloubé. Bonsoir Élisée Poloubé. Lui-même il répond bonsoir Élisée. Le stress, c'est quelque Ça, le chose. stress, c'est quelque chose. Oui, de- c'est vrai, hein, tu sais même pas ce que tu dis. Bonsoir parfois. Ayada. Bonsoir, Brice. Ah, c'est bien, vous êtes en forme. Bon les amis, on va évoquer le cas des 46. Lesquels? Lesquels vous présidez lesquels? Exactement. Ce chiffre-là, il commence. Quelqu'un me disait hier, C'est un chiffre si vous êtes mythique. 46 dans une opération, mieux vous l'abandonner parce qu'apparemment, bon, on en rit pour pas en pleurer. Ce quelqu'un de drôle, c'est moi, je tiens à le préciser. Merci Rihanna, merci beaucoup. Vous êtes mon auteur. Important. Bon, les 46 d'où alors? Les 46, on va commencer par les 46 d'ici parce que quelqu'un m'a tagué sur une page des réseaux sociaux qui disait vous parlez des 46 là-bas, mais on a nos 46 ici. Les 46, on parle de ces 46 docteurs, Élisée Poloubé, qui ont été emprisonnés. Oui, c'est 46 docteurs non recrutés qui, suite à une marche qu'avait organisé le collectif de docteurs non recrutés, je crois le 21 décembre dernier, ont été interpellés par la police. Et donc, ils ont été gardés. Et aujourd'hui, s'ouvre leur procès. C'est ouvert, leur procès, parce que le procès est en cours, selon nos informations. C'est ouvert donc le procès de ces 46 docteurs-là pour trouble à l'ordre public, pour un ensemble de délits qui ont été évoqués par le procureur, pour lesquels ils sont en train d'être jugés maintenant. Très bien. En tout cas, on évoquait la situation. On va rester focus. On va observer hein, donc, les développements donc, de l'actualité de ce côté-là. Mais il est important hein, qu'on évoque la situation de ces personnes. Et puis, en fonction de comment l'actualité évoluera, on aura l'occasion de revenir sur le plateau pour en faire un décryptage. Puisqu'on parle des 46, donc on évoque tout de suite le point des 46. Ceux-là, soldats ivoiriens emprisonnés, détenus donc, au Mali. J-3, hein, concernant l'ultimatum de la CEDEAO. Sauf que, nouvelle donne, aujourd'hui, on apprend la tenue d'un procès. Alain Toussaint. Oui, écoutez, déjà, je pense que c'était le processus auquel on devait inévitablement arriver, puisque les autorités du Mali ont toujours affirmé que l'affaire était entre les mains de la justice. Il n'empêche qu'il y a eu, bien entendu, des négociations au niveau diplomatique, ce qu'on a toujours appelé de nos voeux ici. Donc, c'est tant mieux. On espère simplement que nos compatriotes rentreront à Abidjan très, très rapidement. Est-ce que c'est le coup de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Bon, je vous expliquerai ça un autre jour. Mais pour dire, on a appelé de nos voeux donc, la résolution diplomatique. Nous pensions, hein, vous direz si vous êtes d'accord avec moi, que ça nous éviterait de passer par la case procès. Mais là, on constate qu'on passe toujours par la case procès, selon les autorités maliennes. Oui, je pense que, bon, cela dépend du point de vue à partir duquel on s'exprime. Moi, je pense qu'il faut être un peu objectif. Si le Mali persiste dans cette voie, c'est parce qu'il estime sûrement qu'il y a des éléments qui ont justifié sa position. Et la Côte d'Ivoire a aussi demandé, en même temps que d'autres personnalités du monde, la remise en liberté de ces soldats-là. Maintenant, il faut un habillage juridique à une décision politique. Parce qu'on ne peut pas avoir dit il y a 6 mois, notamment en juillet, que l'affaire était du seul ressort de la justice, et puis par un coup de baguette magique, à l'issue de discussions diplomatiques, de remettre en liberté ces personnes. Donc, je pense que c'est juste un processus qui est conduit de commun accord avec les deux parties. C'est une question qui est valable pour l'ensemble des chroniqueurs sur le plateau. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait se passer à partir de demain en termes de scénario? Rihanna. Pourquoi Rihanna? Ouais, qu'est-ce qui pourrait se passer à partir de demain? Ce qui devrait se passer, c'est qu'on ait déjà une issue qui est la plus évidente pour moi, donc la libération des 46.
Mais derrière cela, ce serait que ce soit un procès qui vienne en fait confirmer ce processus qui est entamé depuis très longtemps par les différentes délégations qui sont allées au Mali, que ce soit vraiment un processus de décrispation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Qu'on ait s'il y a une accusation, que cette accusation soit vraiment factuelle, prouvée avec des preuves, pour ne pas me répéter, mais que cette accusation soit vraiment factuelle, bien précise, bien définie, et qu'on ait des termes qui soient clairs, en fait. Pas des termes entre guillemets, pas des suppositions. Ensuite, s'il y aura forcément, bien sûr, une défense, mais que cette défense puisse venir apporter également la preuve de l'innocence aussi de ces différents soldats. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que pour les relations qu'entretiennent les pays, donc le Mali et la Côte d'Ivoire, il serait vraiment préférable que ces soldats puissent être libérés en toute amitié. Et puis, ça vaut aussi pour les relations même qu'entretient le Mali avec les autres pays de la sous-région, parce que ça commence à être tendu. On évoquait les différents cas de figure possibles. Donc, le cas de figure d'un procès au cours duquel les militaires ivoiriens seraient innocentés ou graciés, ce qui empêcherait par la même occasion la junte de perdre la face. Parce que n'oublions pas aussi qu'il y a cet ultimatum-là, je le disais la dernière fois, est-ce que les autorités maliennes donneraient l'impression, elles qui ont toujours voulu les muscles, est-ce qu'elles donneront l'impression que c'est sous la pression de l'ultimatum que les soldats ivoiriens auraient été libérés? Quand on sait qu'en plus, les autorités ivoiriennes qui ont rendu visite à celles du Mali ont parlé de malentendus, il y a beaucoup de cas de figure. Lequel vous choisissez? Moi, je pense que déjà, si les autorités maliennes parlent de procès, c'est un peu pour se dédouaner et dire que justement l'affaire est dans les mains de la justice et qu'il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Donc ça ne nous appartient pas de libérer les soldats, mais c'est à la justice de le faire si elle estime qu'ils sont potentiellement innocents et qu'ils ne sont pas des mutins ou des mercenaires comme la junte malienne l'a suriné depuis des mois. Moi, finalement, même j'ai envie qu'on parte au procès. Finalement, parce que ça fait des mois de tractation. Si on doit discuter, dialoguer, une délégation ivoirienne doit se dépêcher d'aller au Mali pour, au final, aboutir à un procès. Mais qui nous dit, parce qu'on a parlé de ce fameux mémorandum dont on ne connaît pas la teneur, qui nous dit justement que c'est de la diplomatie aussi quand même. Il faut dire que les autorités ivoiriennes maliennes aussi, enfin je pense ivoiriennes, beaucoup plus, nous ont rassuré que nous partions vers la fin, un aboutissement heureux concernant cette situation. Pourquoi il parle de procès? Mais le procès, mais c'est un procès. Un procès, ce n'est pas une condamnation. Non, exactement. Moi, je pense que le procès, c'est justement pour sauver la face aux deux parties. La première partie, déjà le Mali, parce qu'on avait évoqué un scénario, ou du moins on avait évoqué un chef d'accusation qui avait été porté contre les soldats ivoiriens. Donc, et la justice aujourd'hui est en charge du dossier. Donc, pour qu'on puisse même prendre une disposition, je dirais, au niveau de l'exécutif, il faut que le dossier soit déjà vidé au plan judiciaire. Et je crois que c'est dans cette optique-là qu'on envoie le procès. Moi, le scénario que je vois, je ne suis pas dévin, mais ce que je suis en train de voir, c'est que le procès aura lieu, les Ivoiriens seront condamnés et le président Assimi Goïta fera une grâce pour leur permettre de pouvoir rentrer à Abidjan. C'est vraiment le scénario que moi je suis en train de voir. Ça rassure les deux parties. Premièrement, le Mali qui estime donc qu'il n'a pas la face perdue, parce qu'effectivement, ce qu'il avait reproché aux soldats vient d'être avéré ou confirmé par la justice. Mais, vu la nécessité de préserver les relations qui existent entre les deux pays, il y a un certain nombre de dispositions qu'on prend au niveau de l'exécutif pour maintenir ces relations-là dans l'apaisement, surtout qu'on a reçu une délégation de haut niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu ce scénario-là que moi je vois en fait. Mais dans ce que tu évoques comme schéma, Élisée, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait une entente avant procès? Oui, bien ou que sûr. le procès... Donc il y aurait une entente. Mais est-ce que vous je- pensez que la Côte d'Ivoire va accepter qu'on déclare coupables ces soldats qui en réalité ne le sont pas? On ne sait pas, mais Je veux dire, on est bien disposé à faire des négociations Quand et à tu dis- faire quand tu dis- profil Aujourd'hui, bas, si il y a un vous peu des êtes... limites. Si vous êtes on va se Non, placer Rana, du si tu point vas de sur vue. la base- non, Oui. je veux dire, si tu vas sur la base du fait que tu te focalises sur le thème mercenaire, tu vas dire oui, que la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter contre ces soldats de mercenaires, ça c'est normal. Donc, il serait Mais si on te accusé dit de qu'on quoi? a eu sur notre territoire des soldats dont on n'avait pas connaissance de leur arrivée, D'accord. donc devant cette situation qui a causé un trouble, je dirais à la quiétude des populations, on peut la rober comme on veut, pourvu qu'on Ok. puisse rentrer dans les thèmes de la négociation. Moi, c'est ce que je dis. Ouais, vous verrez demain,
éventuellement, si le scénario que je dis est évoqué, vous verrez qu'on n'évoquera pas forcément le thème mercenaire, tout ça, non. Mais vous allez voir qu'il y aura des thèmes juridiques qui vont permettre quand même, à un certain niveau, de sauver la face Et puis, je vais être un des parents de ces militaires ivoiriens. Et je suis même dans le cœur de tous les Ivoiriens. On a finalement envie que nos soldats reviennent. Peu importe comment ils vont s'arranger. Les canaux, voilà. Parce que vous imaginez un peu les parents qui sont dit non, on n'aimerait pas. Bon, allez, on croise les doigts et on espère que nos soldats... Est-ce que je peux juste, s'il Oui, te plaît, vas-y. vraiment, au-delà des émotions, moi je pense que c'est important. Je comprends le schéma d'Élysée qui permettrait à chacun d'avoir ce qu'il veut, mais c'est important qu'on puisse rétablir justice. Quand même, l'arrivée de ces soldats, c'est inscrit dans un contexte d'aide que la Côte d'Ivoire apporte au Mali. Ce n'est Si plus dans ce d'actualité. contexte- Ou non, Oui. ce n'est plus d'actualité, mais ce que je dis, non, ce que je dis, c'est que si aujourd'hui, Bon, le alors- Mali, si aujourd'hui le Mali fait le bras de fer et qu'on se retrouve à faire une entente à l'amiable et tout ça, il n'y a pas de problème, c'est très bien diplomatiquement. Mais demain, qu'est-ce qu'ils vont faire à d'autres personnes? Demain, qu'est-ce que d'autres pays vont faire en attendant une entente? Justement, Non, vu mais que vous parlez- demain, juste que vous parlez de demain, la Côte d'Ivoire pour éviter de se retrouver un tel Ouais. schéma. C'est ça, en fait. Donc, voilà. donc de parler Après, de chacun va tirer, chacun pourrait en tout cas tirer les leçons. les leçons Voilà. de ce qui s'est produit. ça. Une chose est sûre, nous on va regarder, on va observer. C'est que demain, demain on va C'est ça. regarder comment On les choses saura. évoluent. C'est ça. On saura un peu On plus, saura. on saura de quoi on parle, sans aller Son dans schéma beaucoup n'est pas mal quand même. de spéculations. Oui, ce schéma, Pour quelqu'un qui n'est pas devin. voilà, c'est C'est pas ça. Élisée le poulpe. Voilà, Non. Élisée de Pougouin. Voilà, mais c'est tout. Avec une petite boule de cristal, là, comme ça. Les amis, avant la fin de l'émission, on va évoquer le point du bilan. On a encore quelques minutes, une dizaine de minutes, je pense, pour établir donc une forme de bilan. On a entamé une série d'émissions concernant donc les bilans de fin d'année, et celui-là concerne le point du social, sur le plan social, de ce qui vous aura marqué au cours de cette année 2022. Je vais commencer par vous, Kevin Aubin. Moi, je pense en fait que c'est le déguerpissement des habitants de Port-Bouët en juillet 2022. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Moi, je ne suis pas très touché par ce qui ne me touche pas. Je veux dire, quand je ne suis pas concerné par la question, je vais être honnête, voilà, je ne me penche pas là-dessus. Mais ça m'a vraiment touché parce que voir des pères de famille, des mères de famille, et même des gens qui étaient encore étudiants, des enfants, se retrouver du jour au lendemain comme ça, à dormir à la belle étoile, se retrouver à la rue, devenir SDF malgré eux, voilà, pour des questions de lignes de métro, moi, ça m'a décontenancé. Et justement, on parlait aussi de leur écasement, du fait de pouvoir apporter un appui pour qu'ils puissent justement être relogés. Et puis, la zone où ils étaient censés être relogés, on a entendu que les habitants n'étaient pas d'accord. Voilà, il y avait beaucoup de bisbilles. Et c'est vraiment le point sociétal de cette année qui m'a marqué. Très bien. Élisée, pour le coup? Ben, moi, je noterai que pour ce qui est de l'aspect social, déjà le grand programme lancé par le gouvernement, le PS-Gouv 2, qui a été lancé le 22 janvier 2022 par le Premier ministre à Touba, sur son aspect de l'axe 1 qui concerne les fragilités dans les zones du Nord, parce que c'était vraiment l'une des préoccupations. Aujourd'hui, avec la menace terroriste, il était question quand même d'apporter un certain nombre de développements d'infrastructures dans le Nord pour permettre aux jeunes de ne pas céder, voilà, aux phares qui étaient faits par les forces terroristes. Et à ce niveau-là, je crois que l'État a bien réagi, parce qu'au thème quand même de 2022, le bilan qui a été fait il y a de cela environ une dizaine de jours par le ministère en charge de ce volet-là, notamment le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et du service civique. On note aujourd'hui quand même que sur les différents aspects, notamment la question de l'insertion professionnelle, on a un taux de réalisation de plus de 101,5%. Donc c'est dit que les objectifs qui avaient été assignés, notamment de permettre l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes-là, et de la plupart de ces personnes-là qui sont des personnes vulnérables ou des personnes sous menace d'être appâtées par le terrorisme, il y a eu un effort qui a été fait. Et sur ce titre-là, je pense que c'est une très bonne chose, notamment sur cette partie. Tout à l'heure, on est en train d'évoquer un sujet, on parlait du fait que tout se passait à Abidjan. Mais pour une fois, on a décidé d'apporter le développement loin d'Abidjan et de permettre quand même à des jeunes qui n'ont forcément pas la réalité d'Abidjan de pouvoir bénéficier du soutien du gouvernement. Je crois que c'est une très bonne chose. Et ça serait bien que sur chaque année, on cible quand même 2 régions grandes comme ça ou 3 régions grandes comme ça, où on apporte vraiment des actions fortes au niveau sur le volet social au niveau des populations. Je crois que ça va aider la population à repartir de plus belle. Très bien, vous avez ça m'a tout fait. vraiment marqué. Vous avez fait diagnostic, commentaires et solutions. Voilà.
Merci, Élisée. Merci. Rihanna. Alors moi, ce qui m'aura touché sur le volet social, qui s'apparente un tout petit peu quand même à de l'économie, c'est que dans un contexte qu'on a connu, notamment celui de la crise ukrainienne, tous les pays ont été touchés par une forme d'inflation. Donc, qui dit inflation dit difficulté aussi pour tous les ménages de pouvoir avoir le mode de vie qu'ils avaient. Mais je salue particulièrement le gouvernement qui a permis quand même qu'on ait une forme de résilience, contrairement à certains pays de la sous-région. C'est-à-dire qu'on se rend compte que que ce soit les denrées, que ce soit sur le prix de l'essence, les produits pétroliers, il y a eu certes de l'inflation, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment un effort qui a été fait de la part du gouvernement. Donc on a senti à des effets vraiment beaucoup plus beaucoup plus mesurée cette inflation. Quand on regarde à des pays de la sous-région comme le Ghana, qui ressentent vraiment les effets de l'inflation, je pense quand même on s'en est plutôt bien sorti. On s'en sort plutôt bien, parce que c'est toujours d'actualité. On s'en sort plutôt bien. On aurait souhaité Donc, mieux, mais on s'en sort plutôt oui, bien pas mal. sûr. Mais après, c'est un phénomène mondial, donc c'est juste la capacité à être résilient. Très bien. Alain, tout ça. Sur le plan, alors moi je vois 4 points, je vois éducation peut-être, ou sur le plan social. Social, s'il vous plaît. Bon, Oui, même sur le plan santé. Non, mais en fait, on a trouvé ici des parades. Elle nous fait de l'économie sociale. non, parce qu'on on va pas tous redire la même chose. Voilà. Moi, j'avais l'immobilier. Voilà. Je vois ici le programme social du gouvernement à la loupe, angle, voilà, et puis je vois éducation. Donc c'est le point qui me paraît intéressant. On a commencé l'année avec les états généraux de l'éducation, dont on n'a pas eu les résultats. Et puis cette année, comme l'année dernière, est revenu le problème des congés anticipés. Malheureusement, j'observe que les réponses qui sont apportées ne sont pas toujours celles qu'il faudrait apporter. Le rythme scolaire, les conditions de vie et d'études des enfants, et puis la situation des familles de ces enfants-là. Et ce point rejoint notamment la question sociale. Voilà, parce que dans notre pays, je pense quand même qu'il y a des grandes difficultés sociales, et d'ailleurs expliquées par le programme du gouvernement, mais j'estime que sur la question des congés anticipés, ce n'est pas forcément la bonne perspective qu'on prend quand on essaie d'apporter des réponses. Il faut régler la question des rythmes scolaires. Les enfants restent trop longtemps à l'école. Voilà. Et sur des plages de 6 à 7 semaines de cours, quand la norme ailleurs est parfois 5 semaines de cours ou 6 et 2 semaines de vacances. Donc il faut qu'on revienne un peu à ce que nous avons connu dans les années 75, 77, il y a longtemps. Rien n'était pas encore né, il y a longtemps. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on tienne compte de cela. Et il y a plusieurs émissions, j'avais évoqué ce sujet, mais malheureusement, personne ne l'écoute. Je pense aussi... oui, c'est ça. Mais c'est un aspect important. On est en train de passer dans le désert. Voilà. Ouais, bon, Mais vous voilà. serez entendu, je vous promets. Donc, il faut revoir cela. Très bien. Les enfants partent en classe à 7h30, 8h, terminent parfois à 16h30, 17h. Je ne vois pas quel organisme d'enfants pourrait supporter cela. Même les adultes aujourd'hui travaillent 7 à 8 heures. Et à partir de 16h, ils désertent les bureaux pour aller se reposer. Donc il faut, bon, je ne généralise pas, il y a des vaillants travailleurs qui restent même tard au bureau, mais les enfants doivent être préservés. Et le rythme scolaire, pour moi, reste le nœud gordien de cette politique en matière d'éducation. On note votre point de vue. C'est vrai, hein, j'aurais aimé entendre l'un d'entre vous évoquer la question des infrastructures sanitaires, des infrastructures routières, mais ça, on pourra en parler demain. Et je vous Tu nous as demandé ce qui nous a marqué le plus. On l'a dit. Oui, mais l'aspect sanitaire aussi a pu marquer. Mais bon, comme vous le dites, on en parlera demain. Je sais. Bon, après, vous auriez pu parler du match de foot. ça fait de la... Oh, bon. Non, mais Alain a parlé des enfants qui doivent être préservés. On pourrait faire un état des lieux des habitants de Port-Bouët qui ont été déguerpis et savoir ce qu'ils deviennent aujourd'hui par rapport même à des enfants qu'ils ont qui partaient à l'école. Voilà la situation actuelle, quoi. Moi, je sais qu'il y a des
c'est l'information que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Parmi les personnes déguerpies, il y avait des indemnisations. On m'a signalé que certains de ces groupes-là ont pu rentrer en Les possession. 3 immeubles en face du 43e BIMA qui devaient être déguerpis, les occupants ont reçu 45 200 000 francs CFA. Chacun? Chacun, un chèque de 45 200 000. Et là, ils ne sont pas venus nous en parler ici. Et ça, j'ai des proches qui en font partie, donc je sais de quoi je parle. Si vous me Ça a été regardez, confié. j'ai dit sur ce plateau que c'est votre situation qui m'a le plus marqué. Mais moi, quand j'ai entendu, mais c'est vrai que j'avais déjà entendu parler, mais quand c'était. Et ça également, il faut qu'on le dise. Quand c'est chaud, quand c'est compliqué, vous nous passez des coups de fil C'est ça. pour qu'on évoque des situations. On vous a même reçu sur le plateau, mais quand ça rentre en Venez qu'on ordre, fasse le bilan. le bilan, c'est important qu'on en parle. On n'a pas dit Bien qu'on veut que ça, on n'a pas dit qu'on veut votre votre argent. On ne argent. vous Mais au demandera moins, il faut rien qu'on- du voilà. tout, mais Parce qu'il y a des venez au moins qu'on en téléspectateurs, voilà. reparle. Bon, j'en termine l'émission avec une bonne nouvelle. Oh. Une bonne nouvelle. Une augmentation? Non, enfin, je plaisante. Mais ça, je ne plaisantais pas sur ça. Les 46 étudiants libérés, Non, pas Les encore. 46 étudiants, Oui. voilà, les docteurs, libérés. ont été libérés. Très bien. 46 Bravo. docteurs ont été libérés. Non, ça C'est les est docteurs. bien qui On finit s'a- bien. voilà. Voilà, tout est bien qui finit bien. bien, On salue ça. cette décision-là parce que pour moi, c'était une tension inutile en fait. Bon, Merci. c'était bon. Merci. En tout cas, moi, je suis content pour les familles, pour eux-mêmes, et puis voilà. Personne ne On souhaite pourrait la peut-être les détention. inviter, non? Bon, après, c'est pas l'équipe de France. Ou l'équipe d'Argentine. On les a. Donc, mais on l'a dit, les 46 docteurs ont été libérés, donc c'est la bonne nouvelle avec laquelle à on va fait. terminer cette émission. Comme on l'a dit, hein, personne ne souhaite la détention à son prochain. Sur ces belles paroles plutôt responsables. Merci je à vous la dis- justice. Oui, c'est ça. Merci à la justice, vous avez bien fait de le dire. Nous vous donnons rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. À demain. Tu sais que, C'est une au moins, récitation.